C'est un anime de la saison que j'ai vraiment aimé regarder. Dans celui-ci, le protagoniste ne semble avoir aucun talent, mais il est devenu le leader de la plus grande équipe de chasseurs de trésors au monde. Et évidemment, une personne sans aucun talent ne pourrait jamais faire ça. Mais le héros de cette histoire l'a fait. Donc, pour découvrir comment il a fait, je vous recommande de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Notre héros s'appelle Cry, et il voulait juste vivre une vie tranquille dans le village paisible où il est né. Il n'a jamais aimé l'idée de devenir un chasseur de trésors, qui pille des coffres et combat des monstres dangereux. Il savait très bien qu'il était faible et qu'il ne pourrait jamais devenir quelqu'un de fort. Pourtant, c'était le rêve d'enfance de son ami qui l'avait poussé à jurer de devenir un célèbre chasseur de trésors et d'être respecté comme un grand héros. Ses aventures étaient incroyables, et de nombreuses années se sont écoulées depuis. Et maintenant, Cry est un jeune homme vivant dans la capitale, où une grande campagne de recrutement est organisée par l'un des plus grands clans. Cry se faufile dans la file d'attente, et une fille appelée Eda commence à parler de son problème, disant qu'elle ne peut pas avancer seule dans un coffre au trésor appelé la tanière du loup blanc. Elle a donc décidé de rejoindre un groupe. Soudain, l'un des gars dans la file commence à se moquer de Eda, disant qu'une femme, comme elle ne pourrait pas traverser le repère du loup blanc au niveau 3. Elle s'énerve à cause des commentaires de l'homme, qui se fait appeler Greg, et ils commencent tous les deux à se mettre en colère l'un contre l'autre. Cry ne veut évidemment pas faire partie de ce bazar, alors il fait de son mieux pour se camoufler avec le mur derrière lui. Un garde arrive rapidement pour mettre fin à la bagarre, et peu après, ils entrent dans la taverne, et Cry dit à Eda de lui poser n'importe quelle question. Comme il a déjà assisté à beaucoup de ces réunions, elle demande d'abord quel est le groupe le plus flamboyant, et Cry répond qu'ils sont le meilleur clan, mené par un playboy blond nommé Ark. Il est actuellement au niveau 7, et avec seulement 5 coéquipiers, il a réussi à ouvrir un coffre-fort de niveau 7, ce qui signifie qu'ils sont tous très habiles. Eda est étonné d'entendre cela et lui demande à propos du siège vide à côté du groupe d'Ark. Et avant que Cry ne puisse dire quoi que ce soit, Greg arrive et demande si elle ne sait pas que ce siège appartient au célèbre leader des Grievers, qui a fondé le clan First Steps. Greg dit à Eda que la principale raison pour laquelle il y a autant de monde là-bas est que les Grievers essaient pour la première fois de trouver un nouveau membre. Soudain, un garçon aux cheveux roux commence à crier contre les organisateurs de l'événement, demandant où se trouvent les gens du groupe le plus fort, parce qu'ils ne seraient venus que pour eux. Juste à ce moment-là, une fille appelée Tino apparaît pour discipliner le garçon, et bien que le garde d'avant essaie de l'arrêter, aucun d'eux n'est prêt à céder. Les chasseurs dans la taverne sont impatients d'avoir un bon combat, et Cry dit à Eda de partir avec lui pour ne pas se retrouver pris dans le feu croisé. Pendant ce temps, Tino commence à s'échauffer quand elle sent soudain une présence familière. Elle ignore complètement le garçon aux cheveux rouges et commence à regarder autour d'elle. Soudain, elle remarque Cry et se dirige vers lui, ignorant l'attaque du rouquin. Et sa personnalité change complètement. Maintenant, elle n'est plus la tueuse en série qu'elle était avant, mais une jolie fille mignonne complètement amoureuse de Cry. Elle l'appelle « maître » et lui demande depuis combien de temps il est là. C'est alors que le blond nommé Ark arrive et dit à Cry qu'il est en retard. Parce que sans sa présence, l'événement qui va se produire ne peut pas avoir lieu. À ce moment-là, tout le monde est choqué d'apprendre que cet homme pitoyable allongé par terre est le leader du clan le plus fort. Apparemment, Cry n'aime pas être au centre de l'attention, et son histoire en tant que leader du clan le plus fort a commencé il y a 5 ans, lorsqu'il a formé le groupe appelé les Grievers avec ses amis d'enfance pour réaliser leurs rêves. Ils sont entrés dans les coffres des débutants et les ont vidés en un rien de temps. Oui, dans cet anime, ils ne l'appellent pas un donjon, mais un coffre. Et pendant ces aventures, ce n'étaient que les amis de Cry qui faisaient tout le travail. Et ils n'avaient souvent aucune idée de ce qui se passait. Étant juste un être faible et vulnérable, mais ses amis pensaient qu'il attirait les monstres exprès. C'était le seul qui n'avait pas de compétences réelles, et il savait qu'il allait bientôt gêner ses amis lors de leur mission. Alors il a décidé de quitter le groupe pour le bien de tous. Quand il a rassemblé ses amis pour leur dire qu'il quittait le groupe, ils l'ont complètement ignoré et ont dit que leur groupe n'avait pas de leader. Donc maintenant, il devrait prendre le dessus. Cry était choqué que sa démission ait été transformée en promotion. Mais il n'avait d'autre choix que de continuer. Alors, il est devenu le leader du groupe, qui est rapidement devenu le plus fort au monde. Dans le présent, Cry est assis avec Ark et Tino à ses côtés. Et tous deux se battent pour son attention. Ark dit alors que Cry est arrivé en retard exprès, pour discuter avec les candidats et les évaluer. Et au fond de lui, Cry veut dire que ce n'est pas vrai, et qu'il était seulement en retard. Parce qu'il a trop dormi, mais il ne dit évidemment rien.
Ark demande alors s'il a trouvé quelqu'un de convenable pour rejoindre le groupe, et l'attention de Cry se tourne vers le rouquin violent de tout à l'heure, et il demande au garçon de se présenter. Le garçon dit qu'il s'appelle Gilles, et Cry croit que si le groupe d'Ark l'entraîne, le garçon pourra débloquer son plein potentiel. Mais il se révèle qu'au fond, Cry sait qu'il n'a aucun talent pour identifier les gens. Alors il a décidé de choisir Gilles, qui semble être un garçon très travailleur. Cependant, il a une condition que Gilles doit remplir. Cry dit que la chose la plus importante pour un chasseur, c'est la force et la détermination de ne jamais abandonner. Alors il décide de les tester pour voir s'ils sont dignes de rejoindre son clan. Il déclare que depuis qu'il est devenu chasseur, il n'a jamais perdu une seule fois, et tout le monde est choqué, mais c'est seulement parce qu'il n'a jamais été dans un vrai combat. Cry sort alors une de ses bagues, déclarant que quiconque la ramasse recevra une recommandation de sa part pour rejoindre le groupe d'Ark. Il lance la bague vers la foule, et Gilles court pour l'attraper. Mais Chino agit rapidement et l'envoie rencontrer Satan d'un coup de pied. La bague s'envole alors de ses mains et commence à rouler sur le sol. Et tous les chasseurs présents dans la taverne commencent à le poursuivre, tout comme mon père. Quand il était ivre le poursuivait pour me frapper. Pour Making Matters Worse, Cry déclare que l'anneau est également un objet de trésor. Donc celui qui l'obtient peut aussi choisir de ne garder que l'anneau. Il souhaite bonne chance à tous et dit ensuite à Ruta et Greg qu'il les reverra. Le lendemain, alors que Cry se détend dans son bureau, sa secrétaire, Eva, se plaint du petit désordre que son défi a causé. Elle lui apprend également que l'association des chasseurs de trésors veut lui parler. Comme un bon poltron, Cry veut envoyer Ark à sa place, mais il n'est plus en ville, donc Cry n'a d'autre choix que d'y aller dès qu'il arrive au bureau. Il se met immédiatement à genoux devant le grand homme appelé Gark et commence à s'excuser. Mais Gark n'est pas satisfait de cette excuse. Il demande à son secrétaire de donner à Cry un livre avec des missions que aucun chasseur ne veut faire, parce qu'elles paient trop peu ou sont extrêmement difficiles. Cry commence à feuilleter le livre pour trouver une mission facile et la donner à quelqu'un d'autre. Alors il trouve une mission dans un coffre de niveau 3. La mission consiste à secourir des chasseurs, et il l'accepte facilement, sans se rendre compte que c'est la plus dangereuse de toutes. Lorsque Cry arrive au bureau du clan, il rencontre Atino, qui est là pour lui montrer la bague qu'elle a gagnée hier. Il lui demande ensuite si elle est libre maintenant, et Atino répond oui, car c'est le moment parfait pour faire tomber son maître amoureux d'elle. Cependant, ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'il veut seulement qu'elle accomplisse la mission qu'elle a reçue de Gark. Lorsqu'elle entend cela, Atino disparaît, mais Cry utilise un artefact qu'il trace et apprend. Il dit que la mission de sauvetage était dans la tanière du loup, et il sait déjà exactement qui il va envoyer là-bas avec Atino. Il forme ensuite un groupe avec Ruta, Atino, Greg et Gilles pour entreprendre la mission. À ce moment-là, nous sommes transportés dans un flashback de 6 ans en arrière, lorsque le groupe de Cry est allé s'enregistrer en tant que groupe auprès de l'association des chasseurs de trésors. À l'époque, le roux nommé Luke a ouvert la porte et s'est présenté comme le plus fort épéiste du monde. Et après lui, la fille bronzée appelée Lise a déclaré qu'elle était la plus grande voleuse. Évidemment, nous parlons ici de classe. À l'époque, Cry était rempli de honte et voulait juste mourir, mais ses amis continuaient à le ridiculiser encore plus, disant qu'il était le plus fort du groupe. Bien qu'il était réticent, il est allé à l'accueil pour remplir les informations du groupe. La paperasse, et le réceptionniste lui a demandé de choisir un nom et un symbole pour le groupe, car personne dans son groupe n'y avait pensé auparavant. Cry, alors dans une tentative d'être rejeté par tout le monde, a choisi le pire nom possible, les Grievers, et comme symbole, il a choisi un crâne mal dessiné. Et cela a fonctionné car tout le monde lui a dit que le nom et le symbole étaient horribles. Cependant, il a dit qu'il ne resterait pas dans ce groupe s'il choisissait un autre nom ou un autre symbole, et cela a immédiatement fait changer d'avis ses amis, et accepter sa décision. Ils ont alors dit à Cry qu'il a un grand sens pour choisir des noms et que le symbole qu'il a écrit est incroyable, et il ne se rendait pas compte avant parce qu'ils ne sont pas aussi intelligents que lui. C'est à ce moment-là que Cry a réalisé qu'il n'avait pas le choix, il devait avancer. Et le groupe des Grievers a été formé. De retour dans le présent, Cry fait face aux 3 chasseurs de trésors qui n'ont toujours pas l'habitude qu'il soit l'homme le plus fort du royaume. Il lui demande s'il est vraiment un chasseur de niveau 8, surnommé 1000 tours. Mais avant que Cry puisse dire quoi que ce soit, un Tino le défend, et ordonne à tout le monde de s'agenouiller devant lui. Cry lui demande d'arrêter de les intimider, mais la rousse agit avec arrogance, disant qu'il a l'air trop faible pour être le vrai 1000 tours. Cry ignore cela et demande si tout le monde présent est prêt à aider un Tino à explorer un coffre au trésor de niveau 3. Gilles refuse de suivre les ordres de Cry, et Craig commence à se battre avec lui, lui demandant de montrer du respect envers un chasseur de niveau 8. N'ayant pas d'autre choix,
Craig décide de retirer Gilles de l'équipe, mais le garçon, à l'improviste, le défie à un combat et dit qu'il deviendra son subordonné s'il perd. Craig accepte le défi, mais lui dit de combattre un Tino. Le garçon accepte le défi et ils se rendent à la salle d'entraînement. Là, Gilles dit à Craig qu'une fois qu'il aura défait la fille, il le défiera. En réponse, Craig dit qu'un Tino est un chasseur de niveau 4, mais même si elle est au même niveau que Gilles, elle est cependant largement supérieure à lui. Tino lâche rapidement ses armes, disant qu'elle n'en a pas besoin, ce qui pousse Gilles à jeter aussi son épée. Tino s'avance vers Gilles, et le garçon ne peut même pas réagir. Il esquive le premier coup, mais ce n'était qu'une préparation pour un puissant coup de pied qui le projette contre le mur. Tino, contente, dit qu'elle l'a battu, mais Gilles se relève et l'attaque. Mais Tino le met à terre à nouveau avec un coup au cou. Elle suppose encore qu'elle a gagné la bataille et se dirige vers Craig, désireuse de recevoir ses éloges. Et alors qu'elle marche vers Craig pour recevoir quelques mots d'encouragement, Gilles est allongé sur le sol, totalement incapable de croire qu'il a perdu. Il se souvient qu'il a toujours été le garçon le plus fort, et qu'il rêvait de devenir le plus puissant des épéistes. Il est devenu chasseur de trésors pour réaliser ce rêve, mais est vite devenu trop fort pour son groupe, alors il a décidé de rejoindre le groupe le plus fort. Craig, même sans connaître son histoire, lui demande s'il a quitté son ancien groupe à cause de la différence de capacité. Et le Gilles choqué demande comment il sait cela, et Craig répond qu'il a déjà été dans la même situation. Mais contrairement à lui, il a fini par rester dans le groupe. Craig dit cela, mais ne révèle pas la partie la plus cruciale de son histoire, car à ce moment-là, ce sont ses amis qui ne l'ont pas abandonné. Et tout le monde finit par comprendre que Craig était trop fort et qu'il n'a pas abandonné son ami. Soudain, Craig touche son épée avec ses pieds, et son corps est couvert de flammes. Et Gilles est stupéfait par cela, car il n'a pas encore pu manifester des flammes à ce niveau. Mais Craig réussit à le faire sans même tenir l'épée. C'est à ce moment-là que le garçon accepte que Craig est un monstre qu'il ne peut pas surmonter. Après cela, Craig lit les détails de la mission et dit qu'ils vont se rendre dans un coffre au trésor pour sauver des chasseurs. Et les monstres qu'ils y rencontreront sont des fantômes des loups argentés, qui vivaient auparavant dans la tanière avant d'être chassés. Plus tard, la secrétaire Eva dit à Craig qu'il n'aurait pas dû envoyer Tino et ses autres débutants dans un coffre au trésor, mais il dit que c'est seulement un coffre de niveau 3, et à propos de l'épée de Gilles, c'est si facile à utiliser que même Gilles peut l'utiliser sans rien en savoir. C'est à ce moment-là que nous découvrons que Craig est le plus grand amateur de reliques au monde. Il dit que les reliques trouvées dans les coffres sont incroyables, et que son rêve est de tous les avoir. Il commence à s'imaginer en train d'utiliser l'épée de Gilles, et se demande s'il devrait essayer de la lui acheter. Cependant, Eva le gronde, disant qu'il a déjà trop de reliques. Mais il répond en disant que chaque relique est différente, donc il ne s'en lasse jamais. Tout à coup, il se souvient qu'il doit porter sa relique, alors il va chez la servante de sa guilde. Et pendant que la magicienne porte la relique, elle et son partenaire racontent à Craig le loup fantôme aperçu près de la tanière des loups, qui a détruit une caravane qui avait une garde de niveau 3. De plus, les monstres dans le coffre-fort sont devenus plus forts récemment. Et même une équipe de chasseurs de trésors de niveau 5 a disparu à l'intérieur. Craig est choqué d'entendre tout cela, et immédiatement prend la page d'information sur la mission. Il n'avait pas noté les noms et les niveaux des personnes qu'il devait sauver quand il a accepté la mission, et il est horrifié de réaliser qu'il a envoyé des personnes de niveau 3 pour sauver des personnes de niveau 5. Il en conclut qu'il les a tous envoyés à leur mort. Et quand il le dit aux deux autres, ils sont aussi effrayés. Mais ils arrivent à la conclusion que c'est ainsi que Craig entraîne ceux qui ont du potentiel. Après cela, Craig quitte immédiatement la pièce, essayant de se convaincre que tout ira bien. Après tout, Tino est un très fort niveau 4, et Gilles ne laisse rien à désirer non plus. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'écran, le groupe de Tino est déjà près de la chambre des trésors, et l'atmosphère commence à devenir inquiétante. Et bien qu'elle sache déjà que Craig lui avait donné une mission très difficile, elle réconforte les autres, disant que Craig les a réunis pour une raison qu'elle ne connaît tout simplement pas. Soudain, ils sont attaqués par un puissant monstre loup portant une armure et armé d'une arme à feu. Tino est terrifiée, car elle n'a jamais pensé que les monstres là-bas seraient si de haut niveau, mais elle décide de se battre pour accomplir la mission que son maître lui a donnée. De retour dans le bureau de Craig, il se sent coupable de l'avoir envoyé, Tino et les autres, dans une mission très dangereuse, alors il décide d'aller les aider lui-même. Puis il sort un livre de sa bibliothèque pour révéler une pièce secrète où sont gardées toutes ses reliques. Enfin, ses yeux se posent sur un petit coffre-fort contenant une relique très spéciale. Lorsqu'il quitte la pièce avec tout, Eva le prend presque pour un voleur. Et puis elle réalise que Craig veut juste les aider. Cependant,
Elle remarque une relique interdite autour de son cou, mais Craig la cache, en disant qu'il ne l'utilisera pas parce que c'est trop dangereux. Il s'approche ensuite de la fenêtre et dit à Eva qu'il reviendra bientôt. Il active le pouvoir de sa robe et s'envole à une vitesse incroyable. C'est à ce moment-là que l'ignorance devient un bonheur, car l'artefact qu'il utilise pour voler n'a pas de commande ni de frein, et son créateur est mort après l'avoir testé. De retour dans la grotte, le groupe de Tino parvient à tuer un autre monstre bien au-delà de leur niveau, et pendant cette rencontre, Giles réalise que le mana dans son épée a complètement été déchargé après que Craig a libéré l'énergie de son épée pendant la démonstration. Greg semble également assez secoué, tandis que Da respire fort à cause de l'effort de tuer juste un monstre. Greg pense qu'il devrait faire demi-tour, car ils n'ont pas le bon groupe ou le niveau pour affronter ces monstres, mais Tino rejette leur plan, affirmant que Craig les a envoyés pour une raison, et qu'ils ne peuvent pas le décevoir de quelque manière que ce soit. Elle dit même que le fait que l'épée de Giles ait été déchargée faisait peut-être partie du grand plan de Craig, donc elle continue de croire aveuglément en Craig, et bientôt ils arrivent à la destination de leur mission, où ils trouvent plusieurs monstres loups attendant dehors, armes et arcs à la main. Ils se cachent tous derrière des rochers et discutent du plan. Ils décident rapidement qu'il vaudrait mieux éviter la confrontation à découvert et essayer d'abord d'entrer dans la grotte. Giles se porte héroïquement volontaire pour distraire les chiens pendant que les autres courent à l'intérieur. Mais Tino lui dit qu'il sera instantanément tué s'il essaie de le faire. Giles affirme qu'il a encore son épée légendaire et que même sans son mana, c'est toujours une arme redoutable. Mais en tant que leader du groupe, Tino rejette cette idée. Au lieu de cela, elle décide qu'elle et Eda agiront comme distraction, pendant que Giles et Greg attaquent les monstres par derrière. Ensemble, ils repoussent leurs limites et finissent par faire très bien, parvenant à vaincre les 4 loups. Tout le monde est surpris de réaliser qu'ils sont capables de vaincre des adversaires si forts. Mais soudain, quelques monstres supplémentaires émergent de la caverne, et le groupe se met immédiatement en action. Tout en combattant, Tino remarque que son équipe, même si temporaire, contient des personnes très fortes dans leur propre classe. Et tandis que tout cela se passe, Tino continue de faire confiance à Craig, pensant qu'il doit avoir pensé à tout cela à l'avance et les avoir envoyés dans ce donjon, spécifiquement, afin qu'il gagne plus de confiance. Tandis qu'il combat le monstre, Giles se souvient du temps où il se moquait de ses coéquipiers parce qu'il pensait qu'il n'était pas assez bon, et qu'il ne pouvait pas suivre son rythme. À cause de cela, il a quitté son équipe, mais il n'a jamais pensé à la façon dont il se sentait, parce que même s'il les considérait tous comme faibles, ils essayaient de faire de leur mieux pour le suivre. En combattant la bête, Greg retrouva son équilibre et repoussa le monstre, donnant à Giles l'opportunité de porter un coup puissant sur la poitrine du monstre, le tuant instantanément. Il réalise enfin à quel point c'est incroyable de se battre en groupe. Et à ce moment-là, ses compagnons ne sont pas des retardés complets. Ensemble, ils passent à la zone suivante. Cependant, avant de traverser le prochain ensemble de grottes, Atino les interrompt, en disant qu'elle ressent la présence de quelqu'un à proximité. Greg demande s'il pourrait s'agir des personnes qui se sont perdues dans la grotte, mais Atino pense qu'ils doivent d'abord combattre le monstre boss avant de pouvoir secourir les membres blessés du groupe. Elle dit qu'ils ne peuvent pas progresser s'ils ne s'attaquent qu'à des tâches faciles, et Greg dit que peut-être qu'elle a raison, car même après être devenu un aventurier de niveau 4, il n'a jamais progressé vers un Greg de niveau supérieur. Atino dit alors que Craig a dû le réaliser immédiatement, et qu'il l'a donc placé dans ce groupe, tout cela afin qu'il puisse affronter sa peur et grandir. Elle se tourne vers le reste de son équipe, disant qu'ils ont tous été choisis pour une raison, car Craig est un dieu et un génie qui conçoit les meilleurs plans. Elle ajoute également qu'il n'envoie pas des gens au hasard sur des missions risquées. Et en parallèle, dehors, Craig devient fou. Il commence à marcher aussi vite qu'il peut, et à cause de cela, il finit par entrer dans la donjon comme un démon. En même temps, plus loin devant, Atino et son groupe ont enfin trouvé le monstre boss. Greg pense que ce boss est trop grand pour eux, mais le monstre ne leur a pas demandé opinion, et essaie juste de les frapper avec sa hache. Ils réussissent tous à éviter le coup en courant, et Atino réalise que le monstre est incroyablement puissant, et qu'ils ont besoin d'un plan pour avoir une chance de le vaincre. Elle remarque que le boss ne porte pas son casque, et suggère qu'il vise sa tête. Elle dit à Giles de bloquer la prochaine attaque, pendant qu'elle essaie de porter le coup final. Giles accepte le plan sans hésitation, et tout le monde se prépare à attaquer. Suivant le plan, Giles réussit à bloquer l'attaque avec son épée, tandis que Greg l'attaque par derrière, seulement pour se faire gifler au visage. Atino court rapidement vers la bête, évitant ses coups. Le monstre essaie d'attaquer Greg à nouveau, et finit par briser son épée. Et si ce n'avait pas été pour Atino, le monstre aurait tué Greg. Atino se jette sur la hache du monstre, visant le visage de la créature. Elle bondit en avant, mais malheureusement le
Monstre est beaucoup plus rapide et finit par la frapper. Cependant, elle parvient tout de même à poignarder le monstre à l'arrière de la tête. Heureusement, leur plan fonctionne. Et même si Atino est blessé, sa plaie peut être soignée avec une potion. Jill et Greg sont soulagés d'être en vie, et Atino rend l'épée de Greg. Mais soudain elle ressent quelque chose et esquive. Une lance venant vers elle depuis l'obscurité. Ils ne comprennent rien, car le boss devrait déjà être mort. Cependant, 4 monstres boss émergent de l'obscurité, chacun utilisant une arme différente. Et c'est à ce moment-là qu'Atino admet même que Cry a un peu exagéré. Car un boss suffisait pour eux. Cependant, elle ne veut pas laisser Cry tomber, alors elle se relève à nouveau. Cependant, elle ne prévoit pas de se battre, mais de fuir. Leur plan est d'entrer dans une grotte étroite, où les bêtes ne pourront pas les poursuivre. Mais l'un des monstres bloque immédiatement l'entrée, les empêchant de s'échapper. Greg et Jill suggèrent que les filles servent de appât, pendant qu'ils s'échappent rapidement à travers les cavernes. Ruta essaie de discuter, mais Greg insiste, disant que c'est acceptable de sacrifier quelques-uns pour que les autres survivent. Atino, en revanche, n'est pas prête à sacrifier qui que ce soit, et se demande ce que Cry ferait dans cette situation, se souvenant soudain de la bague magique qu'il lui a donnée. Elle dit à tout le monde de la soutenir, alors les 3 attaquent rapidement le monstre, tandis qu'Atino utilise sa bague pour tirer une balle d'air sur l'ennemi. Elle charge l'attaque et tire dans les yeux du monstre, le laissant complètement désorienté. Le monstre commence à se débattre, tandis que Jill essaie de porter le coup final. Mais malheureusement, il finit écrasé. Et quand Atino essaie d'aider, tous les autres monstres sont déjà sur eux. Et quand il semble que tout est perdu, Cry entre dans la grotte et projette le monstre contre le mur. Atino est surpris de le voir là, tandis que Greg remarque que les monstres semblent le craindre. Un des monstres essaie de l'attaquer, mais les reliques protectrices de Cry le rendent immunisé. Il tire rapidement une décharge magique en utilisant sa magie. Des coups, projetant le monstre contre le mur à nouveau. Il utilise ensuite une bombe fumigène pour fournir une couverture et permettre à tout le monde de s'échapper, et grâce à son intervention, tout le monde parvient à s'échapper vivant. Cry guérit rapidement les jambes d'Atino et dit à tout le monde de le suivre, mais lui-même est effrayé car il n'a aucune idée de ce qui va arriver. Il continue de marcher la tête baissée, espérant que personne ne remarquera qu'il est perdu, mais le groupe le croit simplement et suit ses pas. Après un certain temps à marcher sans but, Jill demande à Cry si il se dirige vers la sortie, mais Cry reste silencieux. Atino intervient alors, disant qu'il a définitivement d'autres plans car il est les emmenant dans une direction complètement différente. Cry est désespéré à l'intérieur de s'en aller. Il a peur qu'Atino soit en colère de les avoir envoyés en mission. Donc, ne sachant pas quoi faire, Cry continue simplement à marcher. Tout à coup, tout le monde se fige et demande comment Cry savait qu'il devait aller dans cette direction. Atino dit que Cry sait tout, et tout le monde se précipite vers la grotte où il trouve les blessés qui se sont perdus dans le veau. Cry est surpris de les trouver là, car il sait qu'il ne les a trouvés que par pure chance. Le leader du groupe est gravement blessé, et il s'appelle Adolphe. Il les remercie pour leur aide, mais Atino lui dit de remercier Cry, car c'est lui qui les a amenés. Cry dit immédiatement que ce n'était qu'une coïncidence. Mais tout le monde pense qu'il fait juste preuve d'humilité. Rue propose le médicament qu'elle a, mais elle n'en a pas assez pour tout le monde. Pour aggraver les choses, ils sont tous faibles car ils n'ont pas mangé depuis longtemps. Heureusement, Cry se souvient d'une relique qu'il porte, qui dans ce cas est un sac de chocolat infini. Il distribue des chocolats à tout le monde, les sauvant temporairement de la famine. Greg commence alors à parler à Rudolph, déclarant qu'il ne s'attendait jamais à un groupe de niveau 5 pour avoir des problèmes dans cette grotte, et même Jill commente que les monstres loups étaient très forts, mais pas assez pour éradiquer un groupe de niveau 5 entièrement équipé. Rudolph révèle alors que les loups ne les ont jamais attaqués, car ils ne les ont même jamais vus. Au lieu de cela, un monstre fantôme incroyablement fort est apparu et les a attaqués à lui seul. Rudolph explique que ce fantôme doit être un monstre spécial, car il était assez puissant pour contrôler même les chefs loups. Il ajoute qu'il pense que le fantôme pourrait être même plus fort que le saint de l'épée lui-même, et cela laisse tout le monde choqué, car ils savent que le saint des épées est le plus fort épéiste de la capitale impériale, et pendant que tout le monde absorbe cette information, Cry se régale, car il sait que le saint des épées est son ami d'enfance, Luke, et il doute que ce fantôme soit aussi fort qu'ils le disent. Parce que s'il y avait un monstre si puissant, Luke l'aurait éliminé depuis longtemps. Pourtant, Cry sait qu'il ne peut pas gérer ce fantôme, et donc du fond de son cœur, il regrette de ne pas avoir attendu le beau garçon, Ark, pour s'occuper de cette mission à sa place. Malheureusement pour Cry, tout le monde dans la grotte se tourne vers lui pour plus de conseils. Il ne sait pas quoi faire, mais s'éloigne simplement de tous. Et finalement il décide de les tromper pour gagner plus de temps.
Il dit à Tino qu'elle est la chef du groupe, et que son travail est de diriger. Tino n'est pas très confiante pour être la chef, mais Cry dit que ce serait une bonne formation, et l'encourage à devenir la chef. Tino est très heureuse d'entendre que Cry lui fait tellement confiance, et promet de ne pas le décevoir. Il commence à marcher à travers le labyrinthe de grottes, et, bientôt il voit l'entrée de la grotte en distance. Cela les rend cependant encore plus anxieux, et ils deviennent encore plus inquiets, à propos de la possibilité de l'apparition du fantôme. Cependant, Rudolph dit à Tino qu'il agira comme un bouclier, afin qu'il puisse s'échapper en sécurité si la créature apparaît. Tino rejette l'idée, disant que tout le monde doit revenir en sécurité, et que Cry est avec eux. Soudain, ils commencent à entendre des hurlements provenant des chefs de loups qui se rapprochent d'eux, et cela les rend immédiatement nerveux. Tino sent quelque chose de terriblement fort se diriger vers elle. Et même Cry peut sentir sa présence, alors il la protège rapidement. Pendant qu'il réfléchit à tous les reliques qu'il possède, y compris la relique qui lui donne vie supplémentaire, il a actuellement 5 vies supplémentaires, ce qui signifie qu'au 6e coup, il est pratiquement mort pour leur malheur. Le fantôme mortel devient visible, et il s'avance vers eux avec une épée dans le poing, et cela fait peur à tout le monde. Mais pour aggraver les choses, une deuxième silhouette apparaît derrière le fantôme, et cela s'avère être trop de pression même pour le brave Tino. Elle commence à trembler comme un chien et se cache derrière Cry, le suppliant de les sauver. Cry, cependant, ne prend même plus la peine de reconnaître la deuxième silhouette, et demande ce qu'elle fait ici. Puis, sans dire un mot, la personne mystérieuse donne un coup de pied au fantôme si fort qu'il finit par être coincé dans les murs de la grotte. La femme masquée s'approche de Cry en demandant si tout va bien, et retire son masque pour montrer à ceux qui ont peur qu'elle est Liz. Une des camarades de Cry, tout le monde est émerveillé par sa force, mais cela agace Liz, qui leur demande comment ils peuvent être des chasseurs de monstres s'ils ne savent même pas qui sont les Grievers et à quoi ressemblent les masques qu'ils portent. Elle dit à Cry qu'elle est venue de la ville pour le trouver, mais quand elle est arrivée au manoir, elle a appris qu'il était dans une grotte pour aider un certain groupe. Elle lui demande ensuite de s'éloigner, car maintenant elle doit parler à son étudiant, et elle se dirige immédiatement vers Tino, qui se cachait derrière Cry. Liz commence à humilier la fille, disant qu'elle ne peut pas croire que Tino soit si inutile. Elle se plaint de Tino, disant qu'elle est une idiote, de ne pas pouvoir survivre à une grotte aussi facilement. Elle se plaint aussi du fait que Tino continue de demander de l'aide à Cry. Gilles pense que c'est trop et essaie de l'arrêter, mais il reçoit le coup de pied le plus dur de sa vie et est également projeté contre le mur. Liz continue alors à réprimander Tino jusqu'à ce qu'elle tombe complètement au sol. Et malheureusement Liz n'a aucune intention de s'arrêter, de se plaindre, et Cry est trop lâche pour intervenir. Il attend que Tino soit à 4 pattes et s'excuse pour son insuffisance. À ce moment-là, il pense que c'est trop et intervient enfin, disant à Liz que Tino a fait un excellent travail pendant sa mission, tout cela grâce à son excellent entraînement. C'est à ce moment-là que Liz change totalement de personnalité et devient une gentille fille qui demande à Cry si elle a bien travaillé ou non. Cry la complimente, disant qu'elle est incroyable, et elle est heureuse. Soudain, elle réalise que le fantôme est réapparu du mur, et derrière lui se trouve un énorme loup portant une arme. Cela agace Liz, qui remet son masque, et lorsque le loup essaie de lui tirer dessus, elle bouge si vite que le temps ralentit, et elle attrape toutes les balles avec facilité. Elle bondit alors vers la bête et la tue d'un coup de pied unique à la tête. Elle porte son attention sur le fantôme qui s'apprêtait à l'attaquer. Elle saisit l'épée de ses mains nues et fait voler le fantôme dans les airs. Puis le frappe au sol. Tino commence à pleurer, et bien que Cry se sente mal pour elle, il sait qu'il ne faut pas s'en mêler, car il ne veut pas être maltraité par Liz. Finalement, le fantôme meurt après que Liz lui ait asséné un coup sur la tête. Ensuite, Liz se calme enfin et court vers Cry pour le serrer dans ses bras et lui dire à quel point elle l'a regretté. Après cela, il s'échappe en toute sécurité, et le lendemain matin, Gilles retourna le camp d'entraînement et donne à Tino son épée magique, disant qu'il veut que Cry l'ait. Parce qu'il va s'entraîner depuis le début encore une fois, et son rêve est de devenir aussi fort que Liz un jour. Mais personne ne croit qu'il devrait être capable d'atteindre ce niveau. Pendant ce temps, Tino pense aux étranges masques que les Grievers portent, et évidemment c'était Cry qui les a ordonnés. Ces masques sont complètement inutiles, car ils n'ont pas d'ouverture pour que le porteur puisse voir ce qui est devant lui. Même ainsi, les amis de Cry portent ces masques, et croient que les masques les rendent plus forts. Et après ces événements, nous voyons Cry commencer à chercher un slime qui devrait être dans une capsule autour de son cou. Il a reçu cet objet il y a environ 1 an d'une alchimiste talentueuse de sa tribu. Elle lui donnait souvent ses produits finis à garder, et ils étaient tous des objets dangereux. À l'époque, elle lui avait dit que s'il était négligent avec ce slime et le libérait, il pourrait détruire toute la capitale tout seul.
Ce qui est pourquoi il a très peur de ne pas le retrouver. Cray sait qu'il s'affaiblirait encore plus s'il y pense trop. Alors il se convainc que ce slime n'existe pas. Et qu'il n'a rien fait de mal. Alors il se persuade que ce slime n'existe pas. Il se rend ensuite au bâtiment du clan. Lee dit que l'association des chasseurs de trésors veut un rapport sur la tanière du loup blanc. Cray lui dit d'envoyer le rapport à Tino, étant donné qu'elle était la chef d'équipe. Cependant, Eva lui apprend que Tino s'entraîne actuellement avec Lee. Et il compatit immédiatement avec la pauvre fille. Il demande alors à Eva s'il s'est passé quelque chose d'important dans la capitale, et elle lui répond qu'il ne s'est rien passé, mais qu'elle va commencer à enquêter. Cependant, il lui dit qu'il n'y a pas besoin. Il décide de rendre visite à Tino et laisse tout le reste à Eva, qui commence à réfléchir à comment Cray était toujours, juste quand il a fait une sorte de prédiction. Elle pense que depuis qu'il s'inquiète du capital, quelque chose de grave et de terrible va bientôt se produire. Entre-temps, Cray arrive dans la salle d'entraînement et trouve de nombreux chasseurs grognons rassemblés devant la porte. Un chasseur de niveau 6 nommé Sven dit à Cray de mettre Alice sous contrôle, car il est le seul qui puisse dompter une bête comme elle. Tout le monde d'autre doit aussi s'entraîner. Mais Sven est plus préoccupé par le fait que Tino pourrait mourir si son entraînement continue. Cray fait quelques blagues, disant que tout va bien, mais quand la porte de la salle d'entraînement est ouverte, il est rapidement surpris de voir Tino allongé sur le sol, pendant qu'Alice la menace et l'insulte, exigeant qu'elle se lève pour en obtenir plus. Lorsque Tino ne se lève pas, Alice devient folle et décide de mettre fin à sa vie avec un puissant coup de pied. Heureusement, Cray l'arrête avant qu'elle ne puisse attaquer, et Alice le regarde d'un air sombre, se demandant s'il l'arrête vraiment. Il dit oui avec un sourire sur le visage, et dit que Tino a atteint sa limite. Alors elle devrait la laisser se reposer pour aujourd'hui. Alors Alice devient rapidement une fille mignonne qui obéit à Cray et promet de laisser Tino se reposer. Mais soudain, Tino lui agrippe la jambe, utilisant toutes ses forces pour se lever. Il se trouve qu'elle veut avoir l'air cool devant Cray. Donc elle dit à Alice qu'elle peut encore se battre. Alice se prépare rapidement pour la tuer cette fois, et pendant que les deux filles se préparent à un deuxième round, Cray quitte la salle d'entraînement. Parce qu'il sait qu'il mourra s'il reste là-bas. Dehors, Sven pense que le grand plan de Cray est de motiver Tino à devenir plus fort. Et Cray le laisse croire ce qu'il veut. Après ça, il s'assoit pour prendre le thé, et Sven commente que visiblement l'affaire du repère du loup blanc n'a pas été résolue, et que certains fantômes continuent d'attaquer des gens à l'entrée nord. Il demande à Cray ce qu'il devrait faire, mais évidemment Cray n'a aucune idée. Dans son esprit, Cray ne fait que manquer Ark, car il est meilleur que lui en tout. Soudain, il a une idée et décide de confier l'affaire à Sven et son équipe. Il les envoie à l'association des chasseurs pour rencontrer Gark, et dit à Sven de le considérer comme un entraînement. Cray s'en va heureux, impressionné par sa résolution rapide de problèmes. Mais l'un des subordonnés de Sven n'est pas impressionné par lui. Ce subordonné fait remarquer que malgré le fait d'être le leader, il n'a jamais vu Cray faire quoi que ce soit de valable. Cependant, Sven le réprimande, disant qu'il ne devrait pas juger Cray si facilement. Car au fond, c'est un vrai monstre. D'autre part, Gark de l'association des chasseurs pense la même chose. Gark croit que bien que tout semble identique dans la tanière du loup blanc, Cray doit savoir que quelque chose se trame, car il n'irait pas là-bas sans raison. Loin d'eux, dans un laboratoire souterrain. Un vieux sorcier pense également à l'implication de Cray dans l'affaire récente. Il est membre de l'organisation secrète appelée Tour Akashique, qui recherche des moyens de créer des coffres au trésor artificiellement en manipulant l'énergie provenant de la Terre. Ce vieux sorcier est le cerveau derrière le plan, et il était aussi derrière la mutation des fantômes dans le repère du loup blanc. Cependant, il n'avait jamais imaginé qu'un chasseur de haut niveau comme Cray pourrait s'introduire dans le coffre au trésor et découvrir leur plan. Le vieux sorcier le considère comme un danger et va ailleurs pour continuer ses recherches. Car ils ne peuvent pas l'affronter sans le responsable de la sécurité, qui est hors de la ville. Pendant ce temps, Cray fait un cauchemar à propos d'un slime géant qui brûle toute la ville. Il se réveille en sueur, car la chaleur de la ville en flammes semblait très réelle. Mais il se rend rapidement compte que la cause de la chaleur est Lise, qui s'était glissée dans son lit et caressait sa balle. Cependant, Cray est plus que habitué à cela, donc il ne réagit même pas. Lise demande alors s'il est libre, car elle prend officiellement du temps de congé du travail et de l'entraînement, et il n'y a rien de mieux que de sortir s'amuser avec Cray. Il décide de suivre n'importe quel plan qu'elle a, car c'est bien mieux que de travailler. Cependant, quand ils arrivent au bâtiment du clan, ils sont choqués de trouver Gark, qui est venu là parce que Cray n'arrêtait pas de trouver des excuses. Gark dit à Cray qu'ils doivent parler, mais Lise s'oppose à lui, lui disant de
régler ses problèmes tout seul et d'arrêter de compter sur Cray. Gark est furieux à ce sujet et se plaint que Liz a laissé une mission de haute priorité inachevée. Mais Liz l'appelle chauve et lui dit d'arrêter de perturber leur réunion. Ils continuent à se disputer, et Cray pense qu'il assiste à une bataille d'insultes digne d'un duel. Soudain, la bataille verbale se transforme en une vraie bagarre. Cray appelle alors l'assistant de Gark pour une sorte de discussion civilisée. Pendant ce temps, Liz et Gark continuent de se battre au premier étage, détruisant la réception dans le processus. Liz, étant agile, a l'avantage sur Gark, bien qu'ils soient équivalents en force. Elle taquine même Gark, disant qu'il vieillit. Et que ses articulations doivent s'effriter maintenant. Elle plaisante aussi en disant que son cerf-volant ne devrait même plus monter, et il est furieux face aux insultes. Gark use toute sa force, mais Liz l'évite facilement et continue de le repousser. À ce moment-là, Cray descend et demande à tous les deux de s'arrêter, et bien que Gark soit réticent à reculer, Liz court immédiatement vers Cray, s'accroche à lui et lui dit qu'ils doivent retourner à leur rendez-vous. Alors tout le monde part dans des directions opposées, et Cray et Liz finissent par sortir pour s'amuser un peu. Il demande alors à propos du coffre-fort de niveau 8 qu'elle explorait, et Liz répond que c'était beaucoup de fun et que les monstres étaient les meilleurs. Mais qu'elle s'est ennuyée après un moment et est revenue le voir. Les pensées de Cray se tournent à nouveau vers la slime qui s'est perdue, et il se demande si cela pourrait vraiment mettre la ville en danger. Liz lui demande pourquoi il a l'air si maussade. Il ne lui répond pas et pose une autre question, demandant ce qu'elle ferait si le pays était détruit. Sans même réfléchir, Liz répond qu'elle fuirait vers une île tropicale et profiterait de ses longues vacances. Cray est surpris par son attitude positive et insouciante, et il en vient à la conclusion qu'il devrait apprendre davantage de son ami d'enfance. Soudain, Liz lui jette son sac et se met à partir frapper un homme au hasard dans la rue. Cray panique et demande ce qu'elle fait, et Liz lui dit que l'homme la suivait. Il dit qu'elle est paranoïaque et lui demande de le laisser partir. L'homme, en voyant Cray, a peur et s'enfuit, et l'attitude étrange de Cray fait croire à Liz que tout cela faisait partie de son plan. Elle demande alors à Cray pourquoi il l'a laissé s'en aller, et lui demande quel sera leur prochain mouvement. Cray est désemparé par les questions, et puis il dit qu'ils devraient juste continuer leur tournée. Le lendemain, Cray et Liz vont dans la partie la plus dangereuse de la ville, et elle pense toujours qu'ils sont en rendez-vous, mais Cray le nie, disant qu'ils y vont pour travail, car selon les informations qu'il a reçues d'Eva, beaucoup de personnes disparaissent dans les bidonvilles, et bien que ce soit quelque chose que quelqu'un de rang inférieur puisse gérer, il a peur que ce ne soit pas des slims manquants. Mais pour rendre cette tournée meilleure, il a entendu dire qu'une nouvelle pâtisserie glacée a ouvert dans la zone, donc il prévoit d'y jeter un coup d'œil et ensuite de se promener un peu dans les bidonvilles, histoire de dire qu'il a accompli la mission. Mais avant cela, il veut visiter la pâtisserie glacée en premier, et Liz est très enthousiaste, mais le propriétaire du magasin ne l'est pas du tout. Il s'avère que le propriétaire du magasin est le même homme que Liz avait ramassé plus tôt. Et que Crylet s'était échappé. Il a peur que ce cri lui ait permis de s'échapper exprès, et qu'il soit maintenant revenu pour le capturer. Cet homme utilise actuellement la crèmerie comme couverture pour une base de recherche de la tour Akasha, et il prévoit de fermer le magasin immédiatement. Mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, la porte s'ouvre et une rousse nommée Sophia apparaît. L'homme devient rapidement heureux, car Sophia est responsable de la sécurité de l'organisation. Dehors, Liz devient impatiente et essaie d'exploser la porte de la crèmerie. Mais Cray l'en empêche, suggérant que peut-être le magasin ne rouvrira pas aujourd'hui. Ne voulant pas céder, elle lui obéit, et il retourne au clan, de retour dans son bureau. Cray demande à Liz si elle sait quand sa sœur va revenir. Sa sœur est l'alchimiste qui a créé le slime, et elle s'appelle Citri. En réponse, Liz dit que sa sœur pourrait prendre un certain temps pour revenir, et Cray espère juste que Citri sera de retour avant que le slime manquant ne détruise complètement la ville. Juste à ce moment-là, Eva arrive au bureau et lui dit que l'association des chasseurs a formé une équipe pour enquêter sur la tanière du loup blanc. Selon elle, ils prennent l'affaire très au sérieux, au point d'envoyer un expert en reliques pour analyser le site. Cray pense que c'est une exagération, mais il ne prend soin, car il n'a de toute façon pas l'intention d'y aller. Pendant ce temps, le commerçant de la crèmerie arrive au quartier général de la tour des boîtes et dit à tout le monde que Cray l'a trouvé. Il est terrifié que Cray ait remarqué son déguisement, mais il n'a pas encore agi. Cela laisse tout le monde perplexe, alors il demande à Sophia de les guider. Et elle propose de s'attaquer directement à Cray et à son clan. Elle leur assure qu'ils ont une chance de gagner, disant que même si leur principal ennemi est au niveau 8, elle croit toujours que le système de sécurité qu'elle a construit est capable de faire face au clan de Cray. À ce moment-là, un vieux mage de l'organisation lui donne la permission d'agir.
reconnaissant qu'il ne devrait pas éviter cette bataille indéfiniment. Le lendemain, le bâtiment du clan Cry est plein d'aventuriers, et quand Tino entre, elle est choquée par tant de monde et demande au garçon ce qui se passe. Il explique que tout le monde s'est rassemblé pour enquêter sur le repère du loup blanc. Et Tino pense que c'est une exagération, mais le garçon dit que Cry avait prévu d'envoyer Ark en premier, ce qui montre que cette affaire est plus sérieuse qu'elle n'en a l'air, car envoyer un chasseur de niveau 7 comme Ark pour un coffre au trésor de niveau 3 est la plus grande preuve qu'il se passe quelque chose d'inhabituel là-bas. Donc, comme ils ne peuvent pas envoyer Ark et son groupe, l'association et le clan décident de rassembler beaucoup de chasseurs pour compenser cela. Bientôt, Cry et Eva arrivent, et Cry demande si c'est une fête, et Eva disant que tout le monde va dans la tanière du loup blanc. Elle explique que depuis que Cry a mentionné Ark, elle a rassemblé plusieurs personnes pour servir de remplaçants. Cry est choqué et suggère de réduire le nombre de personnes afin de dépenser moins d'argent. Cependant, cela ne fait qu'effrayer tout le monde, pensant qu'ils sont envoyés à leur mort. Eva essaie de calmer la situation, suggérant que Cry doit avoir quelque chose d'important à dire, mais il n'a rien à dire. Il essaie d'expliquer que la mission n'est pas aussi dangereuse qu'elle en a l'air, mais les chasseurs refusent de le croire. Il demande alors à Eva au sujet des récompenses et découvre que le Garc a débloqué des fonds supplémentaires pour s'assurer que tout le monde soit bien payé. Avec ça réglé, Cry laisse les chasseurs décider quoi faire, et ils sont contents de pouvoir y aller en grand groupe. À ce moment-là, Lisa apparaît, disant que tout le monde doit aimer frapper le dos d'un tronc très épais. Elle dit que les défis de Cry visent à rendre les gens plus forts. Mais personne là ne semble vouloir devenir aussi fort qu'elle. Elle lui dit alors qu'elle acceptera la mission, mais qu'elle a besoin que Tino l'accompagne. Cependant, elle est obligée de refuser sa proposition, car elle ne veut pas mettre la vie de Tino en danger, ni faire baisser le moral des autres. Elle prévient que tout le monde présent ira en mission. Alors Eva suggère qu'ils prennent la tête du groupe. Cry est surpris d'entendre cela, et tous les aventuriers se sentent soulagés, pensant que leur sécurité est déjà garantie. Cry, réalisant qu'il ne peut plus reculer, promet simplement de les aider. Cependant, il arrivera au milieu de la mission. Et jusqu'à ce qu'il le fasse, c'est Bang, qui est déjà dans la tanière du loup blanc, doit prendre les commandes. Avant qu'il ne parte, Cry prévient un des chasseurs de faire attention à la chaux. L'homme ne comprend pas et pense que Cry se moque de lui, donc le groupe de chasseurs avance vers le coffre, sans se rendre compte qu'il se dirige en réalité vers l'une des bases secrètes de la tour d'Akasha. En même temps, les dirigeants de cette organisation maléfique croient que Cry a envoyé plusieurs chasseurs pour s'occuper d'eux. Tous sont maintenant indécis sur la manière de réagir. Sophia suggère alors d'attaquer les chasseurs avant qu'ils ne soient prêts. Elle explique que le système de défense a été conçu pour lutter contre les plus puissants, les chasseurs, et que seule l'union de tout le groupe de Cry pourrait les vaincre. Mais pour le moment, c'est seulement Cry. Liz et l'alchimiste Citri sont proches de la capitale, et Sophia a déjà des plans pour s'occuper de Cry et Liz, et Citri est la seule contre laquelle elle n'a pas de stratégie définitive. Cependant, Sophia elle-même a une vendetta personnelle contre Citri, donc elle déclare qu'elle va la vaincre. Sophia dit que Citri a découvert la théorie de son maître sur la création de nouveaux coffres au trésor, et qu'elle essaie de la reproduire aussi. Elle dit qu'ils ne peuvent pas laisser cela se produire, et demande au magicien pour obtenir la permission d'utiliser toute sa puissance de feu contre Citri. Le magicien accorde la permission et la nomme commandeur des forces de la tour pour cette bataille. Pendant ce temps, Sven et son groupe n'ont rien trouvé d'inhabituel, mais Sven croit que Cry les a envoyés là pour une raison spéciale. Soudain, il reçoit un appel et demande à son coéquipier de faire retentir le sifflet d'urgence, alertant tous les autres chasseurs. Lorsque tout le monde se rassemble, Sven partage le message de Cry concernant les Slim, laissant les chasseurs furieux d'être dirigés par un homme qui n'a même pas eu le courage de se rendre sur les lieux. Cependant, Sven leur demande de faire confiance à Cry et raconte une histoire sur comment un jour, Cry a invité tout le monde à une fête pour admirer les fleurs, et leur a demandé d'apporter leurs armes. Et au moment où Cry a fait un toast, un coffre au trésor est apparu derrière lui, prouvant qu'il avait tout prévu. Les chasseurs sont impressionnés, et Sven renforce que l'information de Cry est plus précieuse que tout ce qu'ils peuvent trouver d'autre. En parallèle, dans le bureau de Cry, Alice supplie pour avoir du travail, disant qu'elle veut lui montrer ses compétences de combat. Il est agacé par son comportement, et ne peut penser qu'à combien de temps il lui faudra s'occuper d'elle avant que ses chasseurs ne règlent le problème dans la tanière du loup blanc. Son objectif est d'apparaître à la fin de la mission et de prendre tout le crédit. À ce moment-là, l'alchimiste Citri arrive sur les lieux et dit à Cry qu'elle est venue pour aider à faire face à une organisation incroyablement forte et intelligente, qui pourrait bientôt devenir une menace mondiale majeure.
Cry expulse immédiatement Alice et Tina du bureau pour écouter les détails de Citri. De l'autre côté de la ville, Begark se prépare également, enfilant son armure de combat, pour entrer dans le coffre au trésor et montrer que ses jours de gloire ne sont pas encore terminés. Son assistant essaie de l'arrêter, disant que ses os ne peuvent plus supporter la pression et que s'il pousse trop, il pourrait finir par se faire dessus. Soudain, Citri apparaît et partage des informations importantes sur son véritable ennemi. De retour dans le bureau de Cry, il réfléchit à la façon dont Citri était la seule personne dans son cercle d'amis qui n'est pas extrêmement forte. Elle savait qu'elle ne pourrait jamais se battre en première ligne, et a décidé de faire autre chose pour soutenir son amie. À l'époque, c'était Cry qui avait suggéré qu'elle devienne alchimiste, ce qui l'a amenée à devenir la plus grande alchimiste de tous les temps. Citri explique que la substance qu'elle a créée a la capacité de s'adapter rapidement à l'environnement et d'évoluer, mais c'est un prototype instable et a échoué. Cependant, elle garantit que sa création n'attaquera jamais elle ni Cry. Même ainsi, Cry est toujours effrayé lorsqu'il réalise que le reste de la ville est toujours en danger. Il admet qu'il ne sait pas quand ni comment la substance visqueuse a disparu, et Citri déduit qu'elle a dû s'échapper de la capsule par le drain. Cry est quelque peu soulagé par la confiance aveugle de Citri en lui, mais avant qu'il ne puisse se détendre, elle lui avertit qu'il y a quelque chose d'encore plus dangereux que la substance visqueuse échappée à discuter. En même temps, dans la tanière du loup blanc, Sven reçoit des informations que Cry ne rejoindra pas le groupe de sitôt, et que Liz a également été pour les aider. Il se sent secrètement soulagé de ne pas avoir à faire face à Liz, donc il décide de donner un discours motivant aux chasseurs de trésors. Sven leur demande s'ils sont prêts à affronter un slime, et tous les chasseurs répondent avec confiance, disant que même des enfants peuvent vaincre des slimes, et que ce n'est pas quelque chose dont ils doivent s'inquiéter. Cependant, Sven s'attendait à cette attitude, et mentalement insulte Cry pour ne pas lui avoir donné des informations plus utiles. À ce moment-là, un chasseur extrêmement arrogant est la définition de l'échec. Sven lui demande alors s'il veut être la première victime du monstre, afin qu'il puisse peut-être apprendre quelque chose de sa mort. Un homme rassemble ses complices et, au milieu de la confusion, une jeune fille aux cheveux roux timide lève la main pour poser une question. Pour une raison quelconque, elle me rappelle beaucoup Sophia, mais elle prétend ne être qu'alchimiste du clan Cry. La rousse explique qu'elle a travaillé aux côtés de Citra sur la recherche des slimes. Elle sort ensuite une fiole mystérieuse et affirme que le liquide à l'intérieur peut vaincre n'importe quel slime, quelle que soit sa force. Et après avoir entendu cela, Sven essaie de motiver les chasseurs, leur disant d'aller pour la victoire et de revenir vivants. Avec ça, ils commencent enfin leur enquête, et à la fin de la journée, ils ne trouvent que des fantômes de loups, qui sont beaucoup plus forts que prévu. Mais ils n'ont toujours pas trouvé de slime. Sven commence à se demander si Cry a fait une erreur cette fois. Pendant ce temps, l'idiot arrogant décide de sortir et d'arroser un arbre. Il se plaint de Cry pour donner des ordres sans apparaître sur le champ de bataille. Jusqu'à ce qu'il entende soudain un bruit étrange et décide d'enquêter. Puis il rencontre deux hommes mystérieux et un énorme loup enchaîné. Ces gars sont des membres de la tour d'Arkexa, et ils sont sur le point d'injecter quelque chose dans le loup pour en faire une arme vivante capable de décimer les chasseurs. Le chasseur Lay réalise que quelque chose ne va pas et agit avant que le pire n'arrive. Un des hommes, mais l'autre lui lance des boules de feu. Il parvient à bloquer les attaques et se lance à la poursuite du deuxième homme, le mettant à mal. Pendant ce temps, le premier homme injecte le sérum dans le loup, qui commence à fondre de l'extérieur, devenant quelque chose d'encore plus dangereux. Les deux hommes déclarent alors que le loup cherchera maintenant du mana pour se renforcer. La créature absorbe l'énergie des deux mages en une seconde, devenant une menace monstrueuse. Le chasseur siffle pour alerter les autres, et Swain organise immédiatement tout le monde à l'extérieur de la forêt. Peu après, le chasseur Lay apparaît gravement blessé, ayant même perdu un de ses bras. Il dit que Cry avait raison, et qu'un puissant monstre de slime se trouve dans la forêt. Le monstre apparaît, maintenant un mélange grotesque d'un loup fantôme et d'un slime. Swain tire des flèches pour essayer de l'immobiliser, mais il n'y parvient pas. Les mages attaquent avec du feu et de la glace, mais cela ne fait rien non plus. Swain et le guérisseur se précipitent pour aider le chasseur blessé, qui explique qu'il a vu deux hommes injecter quelque chose dans le loup. Après quoi il s'est transformé en cette hideuse chose. Le monstre avance, indifférent aux attaques, et Swain décide d'essayer le combat physique, tirant une série de flèches sur lui, mais il n'obtient toujours aucun résultat. Il réalise que ni la magie ni les attaques ordinaires ne fonctionnent, et avertit les chasseurs de gagner du temps et de garder leur distance. Swain se dirige alors vers l'alchimiste aux cheveux roux et demande la bouteille avec le produit anti-slime. Elle lui explique alors que si le slime touche ce produit, il se désintégrera. Et Swain élabore un plan rapide et place la bouteille sur le sol.
attirant le slime vers elle. Quand il tombe sur la bouteille, le liquide réagit violemment, causant plusieurs explosions dans le corps du monstre. Tout le monde commence à penser que le combat est terminé, mais le slime absorbe les explosions et survit, et Swain réalise que ce plan n'a pas fonctionné parce que ce monstre n'est pas juste un slime, mais quelque chose de très complexe. C'est à ce moment-là qu'un allié fait remarquer que Cray n'a jamais dit que l'ennemi était un slime ordinaire, mais quelque chose comme un slime. Swain devient encore plus en colère et jure contre Cray immédiatement. Juste à ce moment-là, Citrus arrive sur les lieux pour aider. Elle lui dit qu'elle a supplié Cray de la laisser participer à la mission vers le repère du loup blanc. Elle explique ensuite que la limace ne peut pas être blessée, parce que sa mana forme une barrière naturelle. Malgré tout, Citrus, en tant qu'alchimiste, est fascinée par ce monstre. Pour elle, c'est une créature unique et elle analyse rapidement comment elle a été créée. Et en esquivant les attaques du monstre, elle découvre qu'il chasse des personnes ayant une concentration élevée de mana pour se régénérer. Prenant pitié sur cette créature qu'elle considère comme une expérience ratée, elle décide de l'éliminer rapidement. Elle lance une fiole spéciale et demande à Swain d'atteindre la cible avec une flèche. Swain, montrant sa précision légendaire, tire et le liquide à l'intérieur est un un matériau qui annule la défense de l'informe. C'est alors que Gark arrive sur les lieux, entièrement armé, ce qui surprend Swain. Citrus explique qu'elle a demandé à Gark de l'emmener, car, contrairement à Lise, elle ne peut pas simplement s'enfuir dans la forêt. Même ainsi, la présence de Gark ne semble rien clarifier pour Swain. Citrus explique ensuite qu'elle a une théorie sur celui qui se cache derrière tout cela. Elle mène le groupe vers un camp et révèle l'existence de la tour d'Akasha, dirigée par le maître Noctis. Les chasseurs commentent que Noctis a été banni de la capitale impériale il y a longtemps, mais Citrus leur demande ensuite si je ne crois vraiment pas que l'exil résolve quoi que ce soit. Elle explique que le coffre dans lequel il se trouve est la base de la tour Akasha, et Talia suggère que la tour doit avoir du matériel précieux caché là, et Citrus est d'accord, disant que l'organisation se prépare à la guerre, et qu'ils doivent agir rapidement. Elle est déterminée à les arrêter, et pour ce faire, elle demande à tout le monde de la suivre. Elle dit que ce n'est pas Cray, mais qu'elle fera quand même de son mieux. Plus tard, tandis que tout le monde se prépare pour le combat, Citrus est loué par l'assistant de Swain, mais il demande à ce que personne ne sous-estime cette fille, car elle utilise le fait qu'elle est faible pour utiliser tous les moyens possibles pour gagner. Et en ce sens, elle est un monstre comme les autres Gribert. D'un autre côté, Alice se tortille. Trop faible, mais elle refuse de la lâcher. En même temps, au plus profond du repère du loup blanc dans la tour Akasha, nous voyons quelques figurants lire le manuel d'instructions laissé par Sophia. Elle a écrit qu'ils devraient libérer les fantômes capturés un par un. Mais les hommes ne sont pas d'accord avec cela, car ce sera trop facile pour les chasseurs de les vaincre. Et bien que leur maître ait donné à Sophia tout le pouvoir, les hommes pensent qu'une femme ne peut rien savoir sur la guerre, donc ils doivent prendre le contrôle de la situation. Alors ils décident d'ignorer ces instructions et libèrent tous les fantômes à l'extérieur de la grotte. Citri et les autres aventuriers interrogent les deux membres de la tour d'Akasha qu'ils ont capturés. Citri promet de les libérer s'ils peuvent lui dire l'emplacement de leur maître Noctis. Mais les deux idiots sont prêts à sacrifier leur vie pour leur maître. Cependant, c'était juste une question vindicative de la part de Citri, car elle voulait simplement confirmer que Noctis était bien le cerveau derrière toute cette opération. Elle dit aux deux prisonniers qu'elle peut les faire ouvrir la bouche de manière facile ou de n'importe quelle façon qu'elle veut. Ils refusent de parler, alors elle prend un sérum de vérité à utiliser sur eux, en disant que, pour l'instant, ce sera le moyen facile. Les hommes disent que manipuler l'esprit des autres est contre la loi, mais Citri semble ne pas s'en soucier, et même Gark prend son parti. À la fin, elle dit à tout le monde qu'elle ne faisait que jouer à des jeux d'esprit et que son sérum de vérité n'est qu'un jus. Elle le boit en entier, et soudain, un rugissement tonitruant secoue le camp. Ils sortent tous et trouvent un énorme slime loup qui vient vers eux. Cette fois, la créature est rouge et plus rapide que la précédente. Citri dit alors qu'ils devront analyser les barrières autour de la créature pour la détruire. Et pour cela, elle a besoin qu'on lui accorde un peu de temps. Et malgré sa terreur, les gens ordonnent au mage d'attaquer la créature de tous les côtés. Elle découvre alors que la barrière magique de la créature la rend immunisée contre les attaques de mêlée. Puis elle se demande comment ils peuvent s'en sortir quand soudain un slime loup bleu apparaît. Et tout le monde panique et pense qu'ils devraient partir immédiatement. Mais Citri dit qu'elle ne savait pas que la tour Akasha avait des idiots aux commandes, et qu'il était censé être une organisation de recherche.
Elle dit à tout le monde d'arrêter d'attaquer et de se retirer en sécurité. Et quand ils le font, les deux monstres se retrouvent face à face. Ils commencent alors à se frapper, et Citri explique que les loups de slime s'attaquent aux ennemis avec le plus de mana, ce qui les amène à attaquer leurs propres coéquipiers. Bientôt, d'autres loups de slime apparaissent et commencent à se battre entre eux, et les deux prisonniers sont choqués de voir leur arme puissante échouer. De retour à la base, Noctis fait la leçon aux idiots qui ont fait cette erreur, parce que les idiots n'ont pas arrêté leur stupidité même après avoir vu les deux premiers monstres se battre entre eux. Sophia les contacte via un dispositif de communication et leur dit qu'ils ne peuvent rien faire contre les monstres pour l'instant. Cependant, elle dit à tout le monde que la situation à l'extérieur a changé, car Citri et Gark ont rejoint les chasseurs. Noctis panique en entendant le nom de Gark, mais Sophia dit qu'ils ont encore une bonne chance de gagner. Elle dit que battre en retraite n'est pas une option, car les chasseurs ont deux de leurs hommes comme prisonniers, et même s'ils ne disent rien, Citri découvrira tôt ou tard l'emplacement de leur base. Elle dit qu'ils doivent attirer l'ennemi et ensuite les détruire avec une carte maîtresse. D'abord, elle prévoit d'utiliser une bête très puissante pour vaincre les chasseurs. Mais comme cette bête est encore en formation, quelqu'un doit prendre le contrôle. Elle dit à l'idiot appelé Flick, qui a foiré la dernière tâche, que c'est sa chance de se racheter pour ses péchés et de montrer son potentiel complet. Flick est provoqué par ces mots et jure devant Noctis qu'il attirera les chasseurs à leur base. De retour à la base des chasseurs, Talia regarde Citri occupé à travailler. Et commence à réfléchir à comment Citri était toujours un génie sans concurrent. Elle était extrêmement motivée et travailleuse, et Talia se sentait toujours inférieure, dans son ombre. Soudain, Siven s'approche d'elle et projette sa pensée. Il commence à parler de la façon dont sa médecine antimorphisme n'a pas fonctionné sur le monstre précédent parce qu'il n'était pas un slime. Il dit que Cry aurait dû leur donner plus de détails, alors il change rapidement de sujet et demande pourquoi les deux prisonniers la regardent. Talia dit qu'elle n'a aucune idée de pourquoi, et Siven lui demande de crier si quelque chose se passe. Peu après, Citri découvre l'emplacement au pied de la tour d'Akasha en analysant le terrain et l'écoulement du mana dans la zone. Tout le monde est surpris, alors Citri demande aux prisonniers si son intuition est correcte. Et leurs réactions paniquées sont suffisantes pour confirmer sa théorie, et ils appellent immédiatement la rousse, l'appelant Sophia et lui demandant de les libérer. Les chasseurs se demandent de quoi ils parlent, et Citri dit que Sophia est leur ennemie jurée et une élève de Noctis. Ils essaient de la trouver depuis longtemps, mais n'ont jamais réussi à trouver plus qu'une trace. Elle croit donc que la capture de Sophia et de Noctis est absolument nécessaire pour détruire la tour d'Akasha et prévoit de régler son compte avec Sophia une bonne fois pour toutes. Non loin d'eux, Cry, Liz et Tino s'approchent de la base. En gros, Liz l'a traîné ici, et Cry croit qu'il va mourir parce que ses reliques ne sont pas entièrement chargées, et il n'a pas assez d'anneaux de sécurité non plus. De retour au camp, les chasseurs se dirigent vers la base de la tour d'Akasha. Et le chasseur Lay dit à Citri que s'il avait cru les mots de Cry plus tôt, il n'aurait pas perdu son bras. Il est maintenant impatient d'en savoir plus sur Cry, et Citri lui dit qu'il est un homme qui deviendra un jour un chasseur de niveau 10. L'homme Lay est surpris d'entendre cela, mais après tout ce qui s'est passé aujourd'hui, il a foi que Cry est quelqu'un de très fort, et Citri lui dit que Cry est fort. Cependant, même s'il était plus faible qu'un lapin, il serait toujours le meilleur chasseur de trésors parmi eux. Juste à ce moment, un éclair traverse les nuages, attirant l'attention de tout le monde. L'instant suivant, un éclair pourri est tiré directement sur Citri. Le sort a été lancé par un homme appelé Flick, qui monte un monstre lion volant. Il se vante de son sort suprême qui peut tuer n'importe qui instantanément. Tous les chasseurs sont mis hors de combat, et il dit que maintenant, il va prouver que son maître est meilleur que Sophia. Cependant, à sa grande surprise, Citri se lève soudainement et dit qu'elle est habituée à ce niveau de sort, car elle a affronté des choses pires dans un coffre au trésor de haut niveau. Flick est terrifié, car ce sort était une mort instantanée, mais Citri lui tire dessus avec un pistolet à eau, le guérissant instantanément. Il attaque alors Flick et le fait tomber, mais avant qu'il puisse l'attaquer sérieusement, le monstre lion le fait tomber, mais juste au moment où il l'attaque, Gark apparaît et coupe le monstre en deux avec sa hache, et Citri procède à guérir tout le monde avec son pistolet à eau. De retour à la base, Noctis est furieux car cet idiot de Flick n'a emporté qu'un seul des monstres avec lui alors qu'il aurait dû tous les prendre. Ses subordonnés lui disent que la dernière attaque de Flick était inutile et que les chasseurs approchent toujours de leur base. Il suggère à Noctis de fuir pendant qu'ils retiennent les chasseurs, mais il s'oppose à cette idée.
Il déclare qu'il a encore une carte maîtresse et Sophia, et tant qu'ils n'ont pas tous les deux perdu, il ne peut pas quitter la base. Il dit que veiller sur les batailles de ses disciples est son devoir, et tout le monde est ému aux larmes. Noctis leur ordonne de continuer à se battre de toute leur force, et ses subordonnés jurent qu'ils vont gagner. En même temps, Citri et les autres trouvent l'entrée de la tour d'Akasha. Mais Sven ne pense pas qu'il devrait entrer sans préparation. Cependant, Gark lui dit qu'il est toute la préparation dont ils ont besoin. Il demande à Citri et Sven de lui faire confiance et d'entrer dans la grotte, car il veut montrer à Lise à quel point il est fort. Ils avancent donc vers la grotte, mais les membres de la tour d'Akasha sont prêts à les affronter avec leurs lions volants. C'est cependant une ruse pour gagner du temps pendant que Noctis active leur joker dans son laboratoire. Il appuie sur quelques boutons, et soudain une pierre. La statue se brise, et un golem en émerge. Noctis dit que c'est la plus grande arme de la tour d'Akasha. Et il est confiant que ses ennemis ne pourront pas la vaincre. Le golem sort de la grotte, où Gark est prêt à se battre contre lui. Et voyant le meilleur combattant de l'ennemi coincé, les membres de la tour d'Akasha décident de passer à l'offensive. Ils s'élèvent bien au-dessus de la portée de Sven et des autres attaquants, et pendant que tout le monde est occupé à se battre ou à attendre leur tour, les deux prisonniers essaient de couper les cordes qui lient leurs mains. Un des lions volants attaque Sven et le blesse, mais il se soigne et dit ses amis de ne pas laisser le moral du groupe tomber. Les choses semblent sombres pour les chasseurs de trésors, mais soudain Lise arrive sur les lieux et frappe l'un des lions volants avec sa super vitesse, le mettant hors de combat instantanément. Tout le monde est excité, car maintenant ils ont Lise pour les aider, et Sven leur dit d'y aller. D'un autre côté, Cray et Tino sont seuls dans la forêt, et Cray est un peu inquiet parce que Lise est partie se battre, et maintenant il n'a pas de garde du corps fiable. Soudain, Tino ressent une présence. Elle prévient Cray et demande si elle doit s'occuper de ceux qui sont proches d'eux. Mais il lui demande de les laisser tranquilles, croyant qu'ils ne sont que des animaux sauvages. Cependant, les personnes que Tino ressent sont les prisonniers de la tour d'Akasha, et ils sont confus et se demandent pourquoi Cray les quitte, étant donné qu'ils sont leurs ennemis. Ce qu'ils ignorent, c'est que Cray ne sait même pas qu'ils existent. Cray décide de continuer, mais l'énergie dans ses lentilles de vision nocturne s'éteint. Alors il demande à Tino de prendre la tête. Sur le champ de bataille, Lise est en train de complètement vaincre les lions volants, et elle se moque des chasseurs de trésors, leur demandant comment ils n'arrivent pas à gérer ça. Elle appelle sa sœur, Citrus, faible, et Citrus lui demande ce qu'elle fout là, et Lise dit qu'elle a réussi à convaincre Cray. Et elle se déplace rapidement pour attaquer le golem. Cependant, la créature est plus puissante qu'elle ne l'attendait. Elle continue avec sa stratégie d'attaquer le golem à pleine vitesse, le repoussant et le faisant se briser peu à peu. Le Gark ne veut pas être vaincu par elle, donc, elle attaque le golem avec son hache, le gelant. Le golem tombe au sol alors que Sven vise dessus. La créature manque d'énergie pendant un moment, mais se rétablit ensuite et se prépare à attaquer de nouveau. Gark balance sa hache de glace sur le golem, mais maintenant, il esquive l'attaque et saute haut au-dessus de lui. Personne ne peut croire que cette créature est si agile, et cela leur rappelle l'un des compagnons de Cray, qui est presque de la même taille que le golem et tout aussi agile. Lise se demande si ce golem a été modelé d'après son ami, mais cela n'a pas d'importance car elle doit juste le détruire. Elle saute pour l'attaquer, mais le golem révèle un canon et tire sur elle. La balle d'énergie frôle le ventre de Lise, et elle est forcée de s'éloigner. Car elle n'est pas douée pour gérer les attaques à longue distance. Elle continue de courir pendant que le golem tire sur elle, et Citra pense qu'il sera facile de détruire le golem, même avec l'offensive de sa sœur. Elle doit donc essayer d'épuiser sa batterie. Lise le prend personnellement et attaque le golem pour prouver qu'elle peut le vaincre. Elle frappe le golem avec une combinaison puissante qui le fait tomber, tandis que Gark l'aide avec ses attaques. Cependant, le golem utilise des thrusters sur son dos pour voler, et Lise abandonne la victoire. C'est alors que Cray arrive sur les lieux et demande à tout le monde comment il se porte. Il n'est absolument pas dérangé par la présence du grand golem devant eux. Et maintenant tout le monde est sûr que le combat sera terminé, car le chasseur le plus fort est arrivé. Soudain, le golem commence à voler vers Cray, et Tina s'y accroche par peur. Cependant, Cray continue d'agir normalement, et soudain, le golem est vaincu avant de pouvoir toucher Cray. Le golem perd sa force en heurtant le mur, et tout le monde se demande quel genre de mouvement secret Cray a utilisé cette fois-ci. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que Cray n'a même pas vu le golem s'approcher de lui, car ses lentilles ont épuisé leur mana. Il demande à Tina pourquoi tout le monde agit comme si quelque chose de grand venait de se passer. Mais elle ne dit rien,
donc la bagarre est finalement terminée, et les chasseurs de trésors envahissent la base de la tour d'Akasha, confisquant tout ce qu'ils trouvent sur leur chemin. Cray reçoit un rapport de Citra, qu'il remercie d'avoir envoyé Alice pour l'aider au bon moment. Cependant, le combat n'est pas encore terminé, et elle prévoit de détruire personnellement la tour Akasha de l'intérieur. D'autre part, les 2 prisonniers échappés retrouvent Noctis et les autres qui ont fui la base après avoir perdu la bataille. Les 2 hommes sont sûrs que l'alchimiste aux cheveux rouges parmi les chasseurs de trésors est Sophia, et ils disent à Noctis qu'elle s'est infiltrée dans la base ennemie, donc elle pourrait être en mesure de faire quelque chose pour eux. Cependant, Noctis n'a plus le courage de se battre. Cray, parce qu'il ne peut pas imaginer ce qui va se passer ensuite. Il décide de quitter l'Empire et demande à ses hommes d'appeler Sophia de retour. En attendant, Cray assiste à une réunion avec Gark et un fonctionnaire du gouvernement qui veut qu'ils lui disent tout ce qu'il sait sur la tour d'Akasha. Mais il ne sait rien et leur dit exactement cela. Il leur demande à tous les 2 d'en parler à Citra, car elle était en charge, et le fonctionnaire du gouvernement devient nerveux quand il entend son nom. Il y a 3 ans, il y a eu une grande évasion de prison, et toutes les preuves pointaient vers Citra, donc elle a été démise du 2e échelon et son titre a également été retiré. Cependant, Gark a personnellement intervenu pour prouver qu'elle était innocente, et depuis alors, les fonctionnaires du gouvernement l'ont évitée. De retour à la base improvisée de la tour d'Akasha, Noctis a capturé Taelia et l'a amenée à lui. Elle a très peur d'eux et demande ce qu'ils vont lui faire, et Noctis lui demande de cesser de jouer la comédie. Cependant, le grotto continue d'insister sur le fait que ce n'est pas Sophia, et quand un lion volant semble hostile envers elle, Noctis réalise qu'elle dit la vérité. Juste à ce moment-là, la véritable Sophia apparaît avec une bouteille de vin, et tout le monde est surpris. Cependant, Sophia ne réagit pas même après l'avoir vu double, et dit à Noctis qu'ils se ressemblent identiquement. Mais il y a une différence notable entre eux. Soudain, elle enlève sa perruque et sa cape pour révéler qu'elle est en réalité Citra, et tout le monde paniqua. Noctis lui demande comment elle ose se déguiser en Sophia, et Citra lui dit qu'elle est elle-même la Sophia qu'il connaît. Tout le monde est choqué d'entendre cela, et ne réalise qu'à présent que Citra les manipulait depuis le début. Elle leur dit que ce n'est pas vrai, et qu'elle a rejoint la tour d'Akasha parce qu'elle était très impressionnée par le travail que Noctis avait accompli. Elle respecte encore énormément sa curiosité et sa soif de connaissance, et l'a aidé de tout son cœur parce qu'elle voulait vraiment voir les résultats de ses recherches. Cependant, elle dit à Noctis qu'ils doivent s'arrêter maintenant. Elle lui dit que la raison pour laquelle Cray a quitté ses hommes et s'en irait, même s'il les avait attrapés et n'avait pris aucune mesure contre eux jusqu'à la fin, était qu'il l'avertissait de s'arrêter et de revenir vers lui. Elle dit à Noctis qu'elle ne lui a rien dit, mais que Cray a le pouvoir de voir à travers les mensonges. Elle dit qu'elle a préparé toute une scène pour qu'ils puissent tester leurs recherches contre les chasseurs de haut niveau, et que les tests se sont très bien passés. Cependant, lorsque le golem a attaqué Cray la nuit dernière, elle est rapidement intervenue pour l'arrêter, car elle ne voulait pas que le golem soit détruit. Elle dit à tout le monde que la recherche a été confisquée, et que tout le monde sera arrêté. Mais elle continuera la recherche, et comme la personne appelée Sophia n'a jamais existé, elle ne sera jamais retrouvée, et tout le blâme tombera sur Noctis. Citri s'approche alors de son assistante, disant que ses cheveux rouges uniques ressortaient dans la foule, alors elle a emprunté son apparence. La fille commence à pleurer et à soupirer, puis les disciples de la tour d'Akasha essaient de l'attaquer. Mais Citri ordonne au lion volant de l'aider, et ils s'éloignent tous. Noctis, cependant, utilise une attaque de feu puissante qui tue le lion. Mais Citri sort indemne, car elle était préparée. Elle a également trouvé la limace que Cray avait perdue, et il absorbe l'attaque pour la protéger. Soudain, la limace commence à manger le corps du lion, tandis que Citri explique que c'est son meilleur travail, car cette limace peut grandir constamment en mangeant de la mana. Noctis panique en entendant cela, car cela signifie que la limace a le potentiel de dévorer toute la terre, et Citri dit qu'elle voulait simplement tester ses performances contre un grand mage comme lui. Soudain, ses disciples activent une bombe fumigène et lui disent de s'enfuir pendant qu'ils tiennent cette slime. Cependant, lorsque Noctis s'enfuit, il tombe sur quelqu'un très musclé à la porte et tombe dans les escaliers. Noctis est terrifié de le voir. Puis Citri apparaît, disant qu'elle voulait devenir plus forte pour égaler le reste de ses amis. Mais créer des golems prend du temps et coûte cher, alors elle a décidé de créer une chimère de compagnie. Pour ce faire, elle a pénétré dans une prison de haute sécurité et a utilisé tous les criminels évadés comme matière première pour créer cette chimère. Noctis réalise qu'il est face à la personne la plus cruelle qu'il ait jamais rencontrée. Et Citri met son masque et lui dit que il va devenir une excellente matière première pour elle. La chimère tue le vieil homme, et tous les autres sont arrêtés après que Citri a effacé leur mémoire.
Elle efface aussi les souvenirs de son assistant et révèle à Cry que tout s'est très bien terminé. Elle dit qu'elle fera plus attention en manipulant les matériaux la prochaine fois. Mais il ne comprend pas vraiment de quoi elle parle et se contente d'acquiescer. Peu après cela, Cry et Citri rencontrent Gark et les représentants du gouvernement pour parler des objets confisqués à la base de la tour d'Akasha, et Cry dit qu'il aimerait garder le golem de la tour d'Akasha, ainsi que ses autres morceaux de ferraille. Les représentants du gouvernement sont choqués, et bien qu'ils comprennent pourquoi Cry demande le golem, ils lui demandent pourquoi il veut l'autre chose dangereuse. Cry n'a pas très bonne ouïe, donc il répond simplement qu'il veut tout, et tout le monde commence à s'inquiéter pour sa santé mentale. En fin de compte, les officiers acceptent de lui donner tout sauf le golem. Citri remercie alors Cry d'avoir négocié en son nom. Après quoi elle va chercher les redoutables lions volants. Pendant ce temps, Gark s'approche de Cry avec des nouvelles inquiétantes. Il l'informe qu'un groupe de chasseurs de trésors mené par un célèbre chasseur de niveau 7 est récemment arrivé dans la capitale. Leur leader s'appelle Arnold, mais Cry ne sait pas qui il est. Gark crie alors et dit qu'Arnold est quelqu'un qui a tué un dragon. Il donne une tape dans le dos de Cry et lui demande de ne pas causer des problèmes avec Arnold, étant donné que Cry est très faible. Cette simple tape était assez forte pour détruire l'un de ses anneaux de sécurité. Après cela, Gark s'en va et Cry remarque une affiche pour la grande vente aux enchères de reliques qui aura bientôt lieu. Cry veut vraiment participer à l'événement, car il a généralement les meilleures et les plus rares reliques, mais malheureusement, il n'a pas beaucoup d'argent sur son compte. Il commence à se demander s'il devrait emprunter de l'argent à Citri, même s'il n'a jamais remboursé l'argent qu'il lui a emprunté. Juste à ce moment-là, une réceptionniste s'approche de lui et se présente comme Chloé, la nièce de Gark. Elle fait remarquer que son oncle semblait de bonne humeur en ce moment, puis Cry dit qu'il parlait d'un nouveau gars. Il prononce complètement mal le nom d'Arnold, et Citri arrive juste à ce moment-là, et elle, des feuilles accompagnées de Cry, passant devant le groupe d'Arnold, et ses autres chasseurs de trésors en chemin. Lorsqu'il atteigne une pièce privée, Citri révèle un mignon bébé, une créature très puissante, qu'elle a élevée pour ne pas nuire à elle ni même à Cry. Le bébé saute sur Cry pour jouer avec lui, mais même les simples touches de la créature sont suffisamment fortes pour briser les anneaux de sécurité de Cry. Heureusement, Citri l'éloigne, avant que Cry ne perde tous ses anneaux de sécurité. Ou que Cry ne cesse de s'inquiéter de cette créature. Après tout, il doit porter sa relique. Cependant, il découvre que le mage du groupe n'a pas pu rentrer chez lui. Parce qu'ils font face à un très fort monstre boss dans le donjon. Heureusement, à ce moment-là, Citri lui donne une relique spéciale, qui peut sauvegarder un sort pour les urgences. Cry en a déjà une de celles-ci, mais Citri lui demande de garder cette relique, et peut-être de la porter à l'annulaire de sa main gauche. Ensuite, elle fait un massage à Cry, et quand Cry lui dit que ses reliques sont à court de mana, elle lui demande de tout lui laisser. Citri rassemble tous les chasseurs de trésors et leur dit qu'aujourd'hui ils auront un entraînement spécial en technique de cultivation magique spécialement créé par Cry. Elle leur fait savoir que l'entraînement sera difficile, mais que ceux qui le termineront deviendront des magiciens du même niveau que Lucia. Tout le monde est choqué d'entendre cela, mais comme Citri dit que Cry a inventé cette méthode, il la croit. Soudain, deux elfes se lèvent voulant tester ces nouvelles méthodes. Chris rabaisse Cry, lui disant de saluer sa sœur correctement car elle est bien meilleure que lui dans tout. Mais Lapis demande à Chris de se comporter, mais même elle n'a pas une opinion très positive de Cry. Il sait que les elfes vivent longtemps et ont des talents exceptionnels en matière de magie, donc elle déteste quiconque n'est pas une grande servante. Lapis demande à Citri si elle est sûre que cet entraînement peut transformer quelqu'un en une mage comme Lucia, que même les elfes respectent. Citri répond oui et explique que Lucia est devenue forte grâce à un entraînement similaire. Soudain, une mage du groupe de Sven appelée Mary se porte volontaire pour être la première, bien qu'elle soit très nerveuse à l'idée de l'entraînement. Cependant, l'entraînement se révèle un peu décevant car elle doit seulement porter le reliquaire Cry, ce qui est très difficile car l'anneau ne se charge jamais complètement, quoique Mary y verse de mana. Citri lui dit de continuer, et après beaucoup d'efforts, Mary finit par charger pleinement l'anneau. Citri lui dit alors que c'est plus d'où cela vient. Et la fait porter les anneaux magiques un par un. Finalement, Mary s'évanouit d'épuisement, et Citri explique que la capacité de mana de la plupart des gens atteint une limite à l'adolescence, et qu'ils ne peuvent pas dépasser ce seuil. Cependant, s'ils parviennent à épuiser tout le mana dans leur corps, il y a une chance de augmenter cette limite supérieure de mana de peu de pourcentage. Les chasseurs se plaignent que cette méthode n'est pas pratique, car cela prend trop de temps pour eux de recharger leur mana, même pour les elfes. Mais Citri a une solution.
Elle prend un médicament spécial et verse quelques gouttes dans la bouche de Mary, la faisant se réveiller rapidement, puis s'évanouir à cause du goût horrible du médicament. Citri dit à tous que la capacité de mana de Mary a augmenté grâce au médicament. Et que son mana a également été rechargé. Elle explique que c'est ainsi que Lucia est devenue si forte. Ce n'est pas par sa naissance qu'elle avait ce pouvoir écrasant, mais elle a travaillé dur. Et a beaucoup bu de ce médicament pour arriver là où elle en est. Tout le monde est choqué, même Cray, qui ne savait pas que Lucia avait dû passer par là après avoir porté sa relique. Après cela, Citri commence à taquiner les elfes, demandant s'ils ne sont pas capables de faire ce que Lucia a fait, malgré être une race qui se vante de sa magie. Alors les elfes acceptent le défi, et Citri invoque sa chimère avec un sac contenant toutes les reliques de Chris. Chris commence à les transporter un par un, et les autres mages du clan commencent également à travailler pour devenir plus forts. Ensuite, Cray et Citri vont chez Lise, et Lise sort sans aucune pudeur de la baignoire, sans vêtements parce qu'elle a oublié sa serviette à l'extérieur. Citri ferme les yeux de Cray pour qu'il ne voie pas sa sœur nue devant lui. Et après une courte discussion, Cray dit à Lise qu'il prévoyait d'organiser une fête pour célébrer son retour et celui de sa sœur. Lise veut beaucoup serrer Cray dans ses bras pour ça, mais Citri parvient à la retenir. Et puis Cray lui dit que Chino va aussi les accompagner. Ils vont dans un restaurant pour manger et boire, et Lise et Citri se disputent tout le temps. Citri défie sa sœur à un jeu de boisson, et met un poison dans son verre quand elle ne regarde pas. Cependant, Cray décide d'échanger les cruches, et c'est Citri qui doit finalement boire la boisson contaminée. Elle devient ivre très rapidement à cause de cela, et commence à attaquer Cray, en disant qu'elle le considère comme un sac d'argent en marche. Elle lui demande s'il se souvient combien d'argent il lui doit. Puis lui dit que Cray doit la payer avec son propre corps. Avant qu'elle ne puisse s'approcher de lui, Lise se jette sur elle et la plaque au sol. Soudain, ils entendent une agitation et découvrent qu'un des chasseurs de trésors a percuté un gars appelé Arnold, qui a un très mauvais caractère et adore se battre. Ces sbires disent à tout le monde de le traiter avec respect, car c'est un tueur de dragons et un chasseur de niveau 7. Et en entendant cela, Lise et Citri deviennent curieuses à son sujet. Le lendemain, Arnold dit à voix haute qu'il veut des filles et des boissons. Soudain, Lise s'approche de lui, disant qu'elle est là pour satisfaire les deux demandes et lui dit de rentrer chez lui. Cela met Lise en colère, et elle renverse la boisson sur sa tête. Tout le monde est horrifié par cela, et soudain, la furieuse Lise écrase le pichet sur sa tête. Elle l'appelle faible et indigne d'être un rang S. Arnold ne peut même pas réagir, jusqu'à ce que Cray arrive et prenne Lise à l'écart, et s'excuse auprès d'Arnold, disant qu'elle est ivre. Le lendemain, Eva raconte à Cray plus de détails sur le chasseur que Lise a agressé hier, et dit que leur groupe était clairement en faute d'avoir attaqué sans provocation. Elle dit qu'il devrait s'excuser auprès d'Arnold et de son groupe, car il a effectivement défait un dragon de foudre, et il ne devrait pas se faire un ennemi de lui. Cray espère que le coup de Lise était assez fort pour lui faire oublier ce qui s'est passé. Mais Eva lui demande d'organiser la rencontre avec Arnold, et demande à Gark d'agir en tant que médiateur. Et en parlant d'Arnold et du dragon de foudre, Cray dit soudain que le dragon aurait certainement un goût divin s'il était bien grillé. Eva est choquée d'entendre cela, car l'ensemble du corps d'un dragon peut être utilisé comme un précieux ingrédient, et personne dans son bon sens n'oserait le manger. Cray lui dit que Citri a déjà préparé un dragon steak pour lui, et que c'était très bon. Il continue de réfléchir à quel goût doivent avoir les dragons de foudre, puis demande à Eva de ne pas le prendre au sérieux, car il a juste envie de viande. D'autre part, les sbires d'Arnold sont irrités par leur traitement dans le bar. Mais Arnold est obligé d'admettre que Lise est vraiment très forte, mais il ne veut pas laisser cette affaire passer si facilement, alors il emmène son équipe à la guilde. La réceptionniste demande s'ils sont là pour déposer une plainte, car elle a entendu qu'ils avaient été agressés dans le bar. Un homme avec une coiffure étrange lui dit qu'ils ne sont pas là pour déposer une plainte, mais pour découvrir le nom de la fille qui a attaqué leur patron. Juste à ce moment-là, Gark arrive et dit à Arnold que la fille qu'il cherche s'appelle Lise, et que son surnom est Ombre étouffée, un nom très particulier, qui lui a été donné en raison de la rapidité et du silence de ses mouvements. Arnold lui demande qui diable il est, et Gark se présente. Il dit qu'il savait que le groupe d'Arnold arriverait bientôt en ville, et qu'il avait déjà averti le gardien de Lise, mais apparemment il avait oublié. Et cela rend les sbires d'Arnold encore plus en colère que quelqu'un ait oublié leur patron. Donc Gark dit qu'ils ont dû voir Cray dans le bar. Il dit qu'en dépit de son attitude décontractée, Cray est en réalité un chasseur de trésors de niveau 8, surnommé affectueusement Miltour. Les mignons sont terrifiés d'entendre cela, mais Gark les calme, en disant que Cray ne tolère pas le harcèlement.
Tant qu'ils ne font rien de mal, il gardera probablement Lise sous son contrôle. Il leur dit ensuite que Cray leur a effectivement envoyé un message, et sort un petit papier de sa poche, sur lequel est écrit qu'un dragon de foudre doit être très délicieux, et qu'Arnold devrait lui apporter un peu de viande de dragon. Après que le message a été délivré, Gark s'en va, mais maintenant Arnold est furieux. Il interprète le message comme une insulte et un défi, et dit à ses hommes de se préparer à un combat. Pendant ce temps, dans son bureau, Cray dit à Eva que la dette qu'il a avec Citri a atteint 10 chiffres, et elle est terrifiée d'entendre cela. Cray attend qu'elle se calme et lui dit que Citri a proposé 2 solutions. La première solution est de l'envoyer en prison, ce qui effacerait le problème de la dette. Mais Cray ne peut évidemment pas faire ça. La deuxième solution est qu'il la prenne comme sa fiancée, car alors ce serait une dépense familiale, et il n'encourrait plus de dettes. Cray plaisante alors en disant que peut-être le mariage est le seul moyen d'effacer sa dette. Mais il demande ensuite de ne pas se fâcher, promettant qu'il paiera tout. Elle lui dit que s'il n'accumule plus de dettes, il pourra rembourser Citri avec les revenus qu'il reçoit de son groupe, mais cela sera difficile car la grande enchère approche. En même temps, les sbires d'Arnold essaient de découvrir des informations sur Cray. Mais tout ce qu'ils peuvent apprendre, c'est qu'il a la capacité de voir l'avenir. Et qu'il ne part même plus en mission, car elles sont trop ennuyeuses pour lui. Il retourne à la base et raconte cela à Arnold, qui dit que tout cela est des absurdités, et que les gens ont inventé ces choses parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Cependant, il ne peut pas nier ces rumeurs, car Cray est un chasseur de niveau 8, donc il pense que Cray doit être un stratège qui a atteint ce rang en commandant son groupe. Arnold ne pense pas que Cray soit faible, mais il est convaincu qu'il ne peut pas rivaliser avec un combattant de niveau 7 comme lui. En attendant, Cray essaie d'oublier sa dette en profitant du soleil. Lorsque soudainement Chino saute sur son balcon car elle pensait qu'il lui souriait. Elle demande ce qu'elle peut faire pour lui, et Cray dit de manière taquine qu'il a besoin d'argent. Elle est déçue d'entendre cela, mais propose tout de même de lui prêter de l'argent de ses économies. Cray dit qu'il ne veut rien accepter d'elle, parce qu'il a une dette à 10 chiffres avec Citri. Chino est choqué d'entendre cela, mais quand Cray lui dit que la dette peut disparaître simplement s'il épouse Citri, elle crache immédiatement du sang. Croyant que Citri essaie de monopoliser, Cray lui dit que c'était juste une blague et dit qu'ils peuvent aller se promener pour détendre l'atmosphère. En chemin, Chino suggère d'aller dans un coffre-fort de haut niveau et de trouver des reliques qui lui rapporteront beaucoup d'argent, mais Cray ne veut pas mourir en essayant. En même temps, Arnold et son groupe cherchent le bâtiment du clan, et sont choqués de voir Cray seul devant eux. Cray les reconnaît du bar, et les hommes préparent une attaque contre lui. Chino leur dit d'y aller, mais il lui demande de reculer car ils n'ont rien contre elle. Soudain, Cray présente ses excuses au groupe pour ce qu'ils ont fait et dit qu'elle est prête à s'agenouiller si cela les arrange, mais malheureusement Chino ne peut pas laisser faire ça. Mais Cray la fait taire, disant qu'il ne devrait vraiment pas se battre ici. Chino dit alors au groupe que Cray ne veut pas se battre contre eux parce qu'il s'inquiète de tuer accidentellement des gens faibles comme eux. Cray lui demande d'arrêter, mais elle ne le fait pas et continue d'insulter l'équipe d'Arnold, ce qui les met tous très en colère, et Arnold finit par rejeter l'offre de Cray de mettre fin aux choses pacifiquement. Alors Cray dit que s'ils vont se battre de toute façon, ils devraient le faire correctement. Il se rend au milieu de la rue principale et appelle tout le monde, espérant que certains de ses camarades de clan se montreront. Mais il n'y en a aucun dans les environs. Un des hommes lui dit d'arrêter de perdre du temps, et Cray lui dit d'être patient. L'appelant par un nom au hasard, et l'homme est choqué parce qu'apparemment il a dit son vrai nom. Il demande à Cray comment il savait ça, et Arnold dit à son compagnon d'arrêter de tomber dans le piège de l'ennemi. Il confronte Cray, disant qu'il sait qu'il a atteint le niveau 8 par chance et grâce au pouvoir de ses amis, et révèle qu'il sait qu'il est trop faible tout seul. Chino est offensée par cela, et elle dit à Arnold qu'elle ne laissera personne parler mal de son maître. Arnold voit sa détermination, mais sait qu'elle n'est pas de taille face à lui. Chino se tourne vers Cray, lui demandant la permission de se battre pour son honneur, et Cray, comme si c'était une blague, lui dit de continuer, ce qui rend même le grand Arnold nerveux, car il pensait que Cray ferait quelque chose de plus intelligent et arrêterait la fille de se battre, mais il dit que puisque Chino le veut, il respectera ses souhaits. Chino commence à attaquer Arnold, qui bloque simplement son attaque. Pendant ce temps, Cray regarde autour de lui pour voir si des personnes fortes de son clan arrivent. Chino lui dit de garder son attention sur elle, alors Cray commence à l'encourager, en disant qu'elle va sûrement gagner si elle fait de son mieux, ce qui rend Arnold furieux. Alors il met Chino à terre, puis demande à Cray qui il pense être.
Cray dit qu'il n'est personne de spécial, mais qu'il ne laissera personne nuire à son peuple. Il prend la relique unique que Lucia lui a donnée et décide de l'utiliser pour soumettre Arnold. Il se souvient du moment où il a demandé à Lucia de créer un puissant sort à longue portée qui pourrait vaincre un ennemi sans lui faire de mal, et qui ne toucherait aucun passager non plus. Lucia lui a dit que c'était une demande impossible. Mais à la fin, elle a créé le sort dont Cray avait besoin. Maintenant, il utilise cette magie de gravité pour clouer Arnold et ses hommes au sol. Arnold demande s'il est un sorcier, mais Cray dit qu'il ne se soucie d'aucune classe. Il libère Tyra de l'effet de son sort et dit à Arnold que s'il veut se battre à nouveau, il doit suivre la procédure appropriée. Les procédures, car il défie un maître de clan. La méthode appropriée pour cela consiste à vaincre d'abord les 3 groupes les plus puissants de votre clan, et seulement alors ils peuvent vous défier à nouveau. Et ces groupes sont dirigés par des personnes très puissantes comme Ark et Sven. Arnold commence à crier, à jurer sur la vie de Cray, mais, puis il perd connaissance à cause du sort. Après cela, Cray emmène Tyra pour prendre un dessert, et elle se sent mal à propos de ne pas pouvoir répondre à ses attentes. Il lui dit de ne pas s'en soucier, mais elle lui demande de lui dire l'emplacement d'un coffre-fort de reliques précieuses afin qu'elle puisse les récupérer. Pour lui, afin qu'il puisse rembourser une partie de sa dette. En parallèle, Liz s'entraîne avec le golem fabriqué par Citri. Mais elle est déçue car il ne s'agit que d'une réplique. Elle demande donc à Citri de lui apporter l'original, mais celle-ci dit que l'original est au département d'enquête. Elle raconte à Liz comment Tino a combattu Arnold et dit que ce devait être un combat difficile pour le pauvre Tino. Citri dit que Cray a finalement aidé et demande à sa sœur si elle devrait prendre soin du groupe d'Arnold, mais Liz pense qu'elle devrait les laisser tranquilles sauf si Cray leur donne l'ordre de le faire. Cray rencontre Chloé et dit qu'il ne comprend pas pourquoi Arnold et les autres sont en colère contre lui. Elle remarque ensuite que c'est parce qu'Arnold est un chasseur de niveau 7. Et que Cray semble complètement ignorer son existence. Elle lui demande quelle a été sa première impression d'Arnold, et Cray dit qu'Arnold doit aimer les femmes à forte poitrine puisque Liz ne l'intéressait pas. Nous voyons ensuite que dans le passé, Chloé a essayé de rejoindre le clan de Cray, mais a été facilement vaincue par Luke et n'a pas réussi l'examen. Elle a donc abandonné sa carrière de chasseresse et est devenue réceptionniste pour l'association. Elle demande à Cray pourquoi elle a échoué au test il y a 3 ans, car à l'époque, il lui a dit qu'elle avait du potentiel. Donc, si elle avait le potentiel, elle voulait savoir ce qui manquait, pour qu'elle puisse devenir une aventurière dans son clan. En réponse, il lui dit qu'elle devrait déjà le savoir après son départ. Il se souvient de la raison pour laquelle elle n'a pas réussi le test il y a 3 ans, et en fait, c'était parce qu'elle était trop jeune à l'époque, et il sait que si elle essayait de le faire maintenant, Gark finirait par le frapper, donc c'est mieux qu'elle reste à sa position actuelle. Chloé se demande alors si le fait que Cray ne lui donne pas de réponse claire fait partie de ses 1000 tentatives pour l'amener à tout comprendre par elle-même. Elle pense qu'il croit que lui donner simplement la réponse ne l'aidera pas. Alors elle décide de continuer à réfléchir à la vraie réponse, et jusqu'à ce qu'elle la comprenne finalement, elle continuera de faire son devoir à l'association. Après cela, nous voyons Arnold choqué quand Chloé lui dit ce que Cray a dit à son sujet. Et l'autre membre lui dit de rester calme, disant que Cray essaie juste de le provoquer. Mais ils ne peuvent pas y croire quand Chloé dit que Cray lui-même a dit qu'Arnold n'aime que les femmes avec de gros seins. Maintenant, pour qu'Arnold puisse défier Cray à nouveau, il devra combattre les 3 groupes les plus forts de son clan, et quand l'un des groupes les plus forts se présentait, Arnold les défie, il refuse de se battre. Et cela rend Arnold très en colère. Ses compagnons lui disent de ne pas agir précipitamment, en disant qu'il y aura bientôt une vente aux enchères, où ils pourront obtenir de nouveaux équipements, et qu'ils pourraient peut-être vendre la relique qui a été refusée dans leur pays d'origine. En attendant, Cray et Tina vont voir un homme appelé Matty pour lui montrer une relique que Tina a trouvée. Il mentionne qu'il s'agit d'une relique extérieure, disant qu'il s'agit probablement d'un objet provenant d'une organisation de haut niveau d'outils magiques, ce qui excite beaucoup Cray. Il est curieux de son effet, mais Matty dit qu'il ne peut pas l'activer sans savoir ce que c'est, donc il va devoir le ranger un moment. Il dit qu'il est très occupé avec beaucoup de demandes d'évaluation, car la vente aux enchères est sur le point de commencer. Cray veut voir les reliques, donc pendant que Matty parle avec Tina, il permet à Cray de les examiner. Matty dit à Tina de prendre soin d'elle, en disant qu'elle lui rappelle sa petite fille, et qu'elle devrait compter sur ses amis si quelque chose arrive. Il dit que même Cray peut être utile parfois, et elle dit que bien que Cray soit stricte, c'est une personne merveilleuse, donc comparée à lui, elle n'est rien. Matty s'énerve et demande ce que Cray lui enseigne. Mais Cray est trop concentré sur la relique. Il découvre une relique appelée reverse-face, qui peut changer le visage de son utilisateur. Et malheureusement, la relique similaire qu'il avait a été détruite par
Lise, donc il en veut une autre pour pouvoir partir sans s'inquiéter. Malheureusement, à ce moment-là, Mathilde lui dit de partir, disant qu'il a beaucoup de travail à faire, mais Kraï lui dit de contacter le propriétaire de cette relique. Car il veut s'en occuper directement. Après cela, Tina demande à Kraï comment il va obtenir l'argent, et il dit qu'une relique. Comme ça ne se vend pas dans les magasins, car elle pourrait être utilisée pour des crimes. Donc il ne peut pas laisser passer cette opportunité. En chemin, il tombe sur une carriole avec un blason noble. Tina mentionne que c'est le blason d'une famille noble très importante. Mais elle est confuse quant à ce qu'ils font ici. Puisque les nobles détestent les chasseurs, ils voient une fille appelée Claire rencontrer Ark, qui dit qu'il voulait voir où Ark passe son temps. Elle dit qu'elle déteste les chasseurs, mais qu'elle a beaucoup d'affection pour Ark parce qu'il a une grande dignité. Elle voit Kraï la regarder, alors elle lui demande d'arrêter de regarder. Ce qui met Tina en colère, mais Kraï la retient rapidement. Kraï se présente à Claire, et elle dit que son père lui a dit à son sujet, mais en le voyant en personne, elle ne peut sentir aucune force en lui. Donc elle ne peut pas croire que Kraï est d'un niveau supérieur à son amour, Ark. Elle lui demande s'il a acheté ses tatouages avec l'argent. Et lui demande pourquoi il n'essaie pas de se défendre. Puis il dit qu'il fait toujours attention à son comportement, puisqu'on lui a appris les bonnes manières, et après qu'elle soit partie, Kraï demande à Ark s'il a de l'argent. Ark dit que oui, mais refuse de lui prêter. Car il sait que Kraï a dû trouver un autre artefact. Kraï lui dit qu'il doit l'obtenir, alors Ark lui demande ce que l'artefact peut faire. Mais quand Kraï dit qu'il ne peut pas lui dire, Ark lui dit qu'il ne peut pas l'aider. Kraï commence à demander à tout le monde de lui prêter de l'argent, et une rumeur se répand en ville. Qu'il cherche à acheter un puissant artefact aux enchères. Après avoir vu qu'il n'a pas d'autre choix, il va chez Citra et s'excuse de lui demander plus d'argent. Même s'il a dit qu'il rembourserait sa dette, elle note que leur relation a toujours été comme ça, et dit que ses recherches seront retardées un peu. Mais qu'elle a obtenu de l'argent en vendant du matériel en surplus. Elle note que puisqu'il a vraiment besoin de l'artefact, elle mettra ses besoins de côté. Et elle propose même de prendre un prêt à la banque si l'argent n'est pas suffisant. Kraï espère que l'artefact ne demandera pas trop en retour, mais choqué quand il voit que la relique appartient au groupe d'Arnold. Le compagnon d'Arnold leur dit que c'est une relique rare qu'ils ont rapportée de la Terre des Brumes, donc ils ne vont pas la vendre à bas prix. Mais Citra leur dit qu'elle a une apparence effrayante. Le compagnon d'Arnold dit qu'ils peuvent simplement la mettre aux enchères, mais Citra dit que les nobles n'achètent pas des reliques qui n'ont pas une belle apparence, donc elle ne se vendra pas à un prix élevé. Arnold dit qu'ils ne savent même pas quel est l'effet de la relique, donc ils ne peuvent pas lui mettre de prix. Mais il pense que Kraï devrait savoir ce qu'elle peut faire, puisqu'il est très disposé à l'acheter pour une raison quelconque. Lokri refuse de lui en dire quoi que ce soit, mais fait remarquer que la relique est dangereuse, d'où sa restriction par la loi. Donc il leur dit que le mieux est de la vendre. Arnold se demande pourquoi il veut tant cette relique. Alors qu'elle est si dangereuse qu'ils ne peuvent pas la vendre. Arnold commence à se demander si le cri essaie de les attirer dans un piège. Il pense que le cri pourrait essayer de les faire la garder, donc il décide de la vendre. Pour 10 millions de pièces, car il sait que cette relique ne leur sert à rien. Puisqu'ils ignorent comment s'en servir et tomberaient dans le piège de le cri en la gardant. Serait le pire des scénarios, ce qui est. Pourquoi il a proposé un prix qu'il ne pouvait pas refuser. Kraï accepte, et Arnold est heureux de penser qu'il a gagné la négociation, mais Kraï demande à Citra si c'est bien d'acheter à un si bas prix. Elle dit qu'ils étaient juste au moment de l'acheter, d'autres chasseurs commencent à offrir plus d'argent pour cela, et Éclair offre 100 millions pour l'acheter. Ensuite, Eva dit à Kraï que tout le monde pense que c'est le plus puissant des reliques dans le monde, puisqu'il prenait des prêts pour l'acheter, mais Kraï mentionne que son seul usage est d'éviter d'être reconnu. Elle lui dit d'arrêter d'augmenter sa dette. Mais Citra arrive avec 800 millions de pièces et révèle qu'elle économisait cet argent pour son mariage avec Kraï, mais qu'elle va tout dépenser pour lui. Eva est furieuse contre elle de laisser Kraï dépenser son argent. Ils finissent donc par se disputer. Ensuite, Kraï et Citra vont rencontrer Éclair pour discuter de la relique. Elle admire son attitude d'être venue si ouvertement, mais lui dit que la seule chose qu'il doit surmonter vis-à-vis d'Ark, c'est son niveau. Il révèle que certaines personnes commentent en fait qu'Ark est son ennemi et son principal rival. Mais il ne le pense pas. Il considère Ark comme un ami. Elle pense que Kraï se moque d'Ark. Alors elle sort son épée et commence à dire que Kraï a dû collecter beaucoup de reliques pour atteindre le niveau 8. Ce qui signifie que sa force est fausse. Elle décide alors de gagner la relique. En entendant cela, Éclair commence à pleurer,
disant qu'elle obtiendra la relique coûte que coûte. Mais Citra lui dit qu'en dépit du fait qu'elle soit une noble femme, elle n'a pas un montant limité d'argent. Citra sait qu'Éclair n'a que 100 millions. Et révèle que leur budget est de 200 millions. Donc sa défaite est déjà garantie. Mais elle dit que si Éclair parvient à lever plus de 200 millions, cela ternirait le nom de la famille. Alors il demande à son conseiller combien ils peuvent dépenser. Et il dit qu'ils peuvent prendre 500 millions de la économie familiale. Plus un prêt de 500 millions d'une entreprise. Mais il dit que le prêt aura des taux d'intérêt élevés. Éclair dit que le budget de Cry n'est que de 200 millions, donc ils n'ont besoin que de plus que cela. Mais le conseiller lui dit qu'aucun concurrent ne révélerait son vrai budget de 950 millions, mais elle n'est toujours pas sûre qu'ils peuvent gagner. Cry lui dit qu'elle a fait assez, et Alice propose de voler la relique s'ils perdent. Mais Citra lui dit que ce n'est pas une bonne idée, car Cry serait le principal suspect. Ils arrivent à l'enchère et retrouvent Tino et les autres. Cry réalise que tout le monde se demande à propos de la relique ultime qu'il recherche. Alors il demande à Tino d'enchérir à sa place. L'enchère commence, et alors que les reliques sont vendues, Alice demande quand le masque apparaîtra. Mais Cry dit que c'est le dernier article, car il y a trop de personnes intéressées. Cry est déçu de ne pas pouvoir enchérir sur d'autres articles, car si jamais il le fait, il n'aura pas assez d'argent pour le masque. Puis une épée apparaît, et Tino regarde Cry pour son signe. Il lutte contre son addiction de toutes ses forces. Mais quand les prochains objets apparaissent, il commence à perdre le contrôle. Il est sur le point de faire une offre, mais il pense à ce que Citra penserait de lui. Cependant, il réalise qu'elle ne lui pardonnerait pas. Alors il se prépare à donner le meilleur de lui-même. Mais le prochain objet est le golem de la tour d'Akasha, et il réalise que Citra le veut. Mais elle lui dit de ne pas s'inquiéter, car s'il le fait, il n'aura pas assez d'argent pour le masque. Elle lui dit que ce n'est pas si important, mais Cry peut voir à quel point cela compte pour elle. Il décide alors de l'emporter pour elle, et les enchères atteignent presque 300 millions. Alors Citra commence à s'inquiéter, mais Cry pense qu'il s'agit en fait juste de son argent. Les enchères atteignent 500 millions, mais Cry continue d'enchérir, et offre tout son budget de 950 millions, mais est encore surenchéri. Le golem finit par être vendu pour 1 milliard, et nous voyons que Cry a gagné grâce à sa carte maîtresse, qui dans ce cas était un chèque au nom de Lucia. Il se demande s'il était juste d'utiliser toutes les économies de sa sœur, et après avoir gagné, il parle à Tino, et Gilbert demande ce qu'il va faire du masque. Mais il dit qu'il a déjà atteint son objectif, et décide même de partir. Ainsi, l'enchère pour le masque commence, et il se souvient qu'Éclair a dit qu'elle donnerait le masque à Arc, donc il réalise qu'il peut encore l'obtenir. Le lendemain, il rencontre Arc et lui ordonne d'aller voir Éclair, l'informant que la relique qu'elle a gagnée est dangereuse. Le compagnon d'Arc dit que Cry est trop vague. Et Arc lui demande s'il va devoir utiliser son arme. Cry dit qu'il serait préférable de ne pas la prendre, et puis nous voyons Éclair déprimé, disant à son père qu'elle a remporté l'enchère. Mais le conseiller dit que Cry est parti tôt. Donc il ne se souciait pas tant que ça de cette relique. Il commande combien d'argent Cry a dépensé pour ce golem, donc ils savent que Cry les a juste laissés gagner. Elle a peur en regardant le masque et dit qu'elle est une perdante. Mais tout à coup, le masque lui demande si elle veut avoir du pouvoir. La fille commence à hésiter jusqu'à ce qu'elle soit soudainement possédée par le masque. Pendant ce temps, Arc arrive chez Éclair, et on lui dit qu'elle s'est enfermée dans sa chambre. Soudain, un bruit retentit, alors il court voir, et tombe sur Éclair portant le masque. Alors qu'elle jette le garde aux enchères, Arc lui demande ce qui s'est passé. Elle lui dit alors qu'elle a gagné le plus puissant des artefacts pour lui. Il la remercie et lui demande de lui donner l'artefact, mais elle voit qu'il a son épée avec lui et refuse juste à cause de l'arme. À ce moment, Arc se souvient de l'avertissement de Cry de ne pas prendre son arme. Éclair commence à perdre le contrôle. Alors Arc ordonne à son groupe de se préparer à combattre, et les avertit qu'ils doivent éviter de blesser Éclair. Elle refuse de perdre contre qui que ce soit et attaque Arc avec une épée. Pendant ce temps, le groupe d'Arnold est très heureux, car ils ont réussi à vendre ce masque pour 200 millions. Ils demandent donc une part de l'argent. Le partenaire d'Arnold trouve cela ridicule. Mais Citra dit qu'elle est prête à vendre l'antidote pour environ 10 millions. Elle demande s'ils ont remarqué que leurs boissons ont un goût étrange, et soudain tout le monde se sent mal. Alors Arnold réalise qu'il n'a d'autre choix que d'acheter l'antidote chez elle. De retour au bureau du clan, Cry organise une fête pour remercier Arc, et quand il y arrive, il donne le masque à Cry. Cry est très excité d'avoir enfin son visage
renversé, et Éclair le remercie d'avoir envoyé Arc. Cry est très content du masque, et Arc l'avertit que c'est très dangereux, mais Cry s'en fiche et le met immédiatement. Le masque adhère à son visage et l'évalue, mais découvre que tous ses attributs sont très bas, et qu'il n'a même pas de motivation, donc le masque n'a aucun moyen de le posséder, et il se retire donc de son visage. Cry réalise que ce n'est pas un visage inversé, mais il aime aussi cette relique. Car elle peut parler. À la fin, Éclair décide de lui donner. En même temps, Alice et Citri reviennent avec l'argent, et tout le monde profite de la fête. Cry, en découvrant ce qui est arrivé à Éclair, devient déprimé, réalisant que il doit être plus faible qu'elle, c'est pourquoi le masque ne s'est pas activé avec lui. Ainsi se termine la première saison de cet anime. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et n'oubliez pas de l'aimer et de vous abonner à la chaîne.